Salut tout le monde! Aujourd'hui, je me suis entretenu avec Samuel Lalande-Marcon. Samuel qui est un aventurier, un explorateur. Il a fait une tonne d'expéditions. Il a traversé les États-Unis en vélo en seulement 42 jours. Il a fait de l'alpinisme dans les Alpes. Il en a fait dans l'Ouest canadien. Il a fait beaucoup de choses. Puis il vient tout juste de publier son premier livre qui s'appelle La quête du retour, dans lequel il explique cette aventure-là qu'il a faite entre Montréal et Kuujjuaq en vélo et en canot. Ça semblait être incroyable. On a beaucoup parlé de ça à travers le podcast. On a parlé d'une tonne de choses. Et depuis, j'ai envie de mettre du chasse-moustique puis de partir découvrir les terres inconnues du Québec. Je vous laisse le découvrir. Samuel Lalande-Marcon, bienvenue à Voilà le podcast. Merci à toi, Samuel. Merci à toi de l'invitation. Je t'ai connu parce que j'ai commencé à lire le livre de Mike Horn, comme je t'ai dit au téléphone, où il part pendant 2 ans à l'exploration des pays nordiques. Puis je m'étais un peu intéressé à ce qu'il faisait au Québec. Oui. Fait que j'ai écrit explorateur, aventurier, je suis tombé sur toi, sur plein d'autres gens. Puis tu m'as même référé quelqu'un qui s'appelle Normand Piché, Oui. qui a fait les 5 continents en nage, puis j'ai lu la semaine passée. Génial. Il était incroyable. C'est un bon humain. La vibe qu'il y avait, l'intensité, c'est un fou gars. Fait que merci pour le conseil de Normand. À la base, tu es musicien que j'ai découvert. Tu as été tubiste dans l'Orchestre symphonique de Montréal. Tu étais à l'école à New York de musique aussi. Mais tu es un aventurier. Puis je t'ai connu dans ton expédition qui s'appelle Trans-Taïga, où tu as relié Montréal, Kuujjuaq en vélo et en canot. En combien de temps que tu as fait? En 31 jours. OK. Pas si mal, hein? Pas si mal. C'est quand même rapide, là, mais on aura certainement l'occasion d'en parler en beaucoup de détails. C'est la portion vélo que j'ai faite presque 2 fois plus vite que ça prendrait, mettons, à quelqu'un juste dans forme normalement. Puis ça donne que j'ai des talents, mettons, inégaux par rapport au sport d'endurance. Okay. Disons, en général, assez bons, là, assez élevés, mais surtout vélo, avec mon vélo de touring, là, pas avec un vélo de performance, mais vraiment juste touring, là, old school. Je peux faire des distances, pas infinies, parce qu'il y a des ultra-cyclistes qui font bien plus que ça, là. Mais je dirais qu'en transportant ces petits bagages et tout, je suis capable de faire... en fait, j'ai roulé 262 km par jour dans ce trip-là. Fait que c'est quand même c'est énorme. C'est quand même considéré comme énorme. Après ça, bon, j'ai lu tellement de récits d'ultracyclistes qui font des 1000 km en continu. Puis, bon, je veux dire, il y a une communauté d'athlètes qui fait que ça. C'est ça. C'est une parcelle de gens qui le font. J'ai reçu une fille qui fait des ultramarathons. Elle court des 171 km, des trucs de fou, des 38 heures sans arrêt. Je veux dire, il y a beaucoup mieux qu'elle. Mais je veux dire, on s'entend que c'est quand même une parcelle de la population qui sont des athlètes de haut niveau comme ça, là. Fait que pour moi, quand tu me dis que tu fais 262 km par jour en vélo, puis des fois, moi, sur Instagram, cet été, je taguais 100 km, done. J'étais comme fier, tu comprends? En une journée complète, je me dis que 262, qui est sûrement pas en plus en plat, là, ça monte-tu vers le... T'as-tu un dénivelé? Il n'y a pas un gros dénivelé. Là. Il y en a un petit peu en partant de Montréal, là, dans les Laurentides, exactement. Puis après ça, sur la route Trans-Taïga, il y en a un petit peu, mais c'est pas significatif. Là. Okay. Le seul gros enjeu versus la plupart des courses, mettons, d'ultramarathon, d'ultracyclisme, c'est que je transporte mes bagages, en fait. C'est plus lourd. Fait que ça ajoute un petit peu de poids, là, quand même. On va parler de ton expédition par la suite, parce que tu as écrit un livre sur l'expédition. Fait que je veux qu'on en parle un peu plus aujourd'hui. Ouais. Mais là, j'ai écrit parce que tu as fait une tonne d'expéditions, une tonne de trucs. Tu as fait beaucoup de vélo. Tu as fait les États-Unis, 7355 km en 42 jours. Exactement. Qui n'est pas négligeable non plus. Tu as fait Montréal à Havre-Saint-Pierre. Puis tu fais beaucoup d'alpinisme aussi. Tu as fait un mont en Équateur de 6263 mètres. Chimborazo. Exactement. Je ne l'ai pas écrit parce que je ne pensais pas être capable de le prononcer. Fait que tu as bien fait. Tu as fait les Alpes. Puis expédition route blanche aussi que tu as fait en fat bike. Exactement. Que je trouve super intéressant. Une tonne de trucs. Mais là, parlons de Trans-Taïga, Montréal, Kuujjuaq en vélo. Parle-moi un peu d'où vient l'idée de faire cette expédition-là. Il y a juste une petite parenthèse que je vais faire tout de suite. J'ai joué à l'Orchestre symphonique de Montréal comme surnumérable, mais je n'ai pas eu un poste à l'OSM. Juste au cas où il y a des musiciens qui m'écoutent et qui me donnent un mérite que j'ai pas. Là. Je comprends. C'est déjà tout un accomplissement d'être là comme surnumérable, mais je n'ai pas eu de poste. Et puis, je suis toujours actif là, comme musicien. Et puis, on verra comment ma carrière là, s'imbrique un peu dans mes projets d'aventure. C'est mes prochaines questions. Voilà. Ça, je te saute un peu, mais je suis comme... J'aime pas ça quand les gens partent puis que je vois une biographie puis c'est comme Samuel joue à l'OSM. Bon, voilà. Cool. Ça fait partie de mon CV, mais...
Donc, on revient à Trans-Taiga pour effectivement ce projet-là, un projet qui était quand même initialement qui n'était pas prévu pour être un projet de si grande envergure, de temps de préparatif, mais qui finalement a juste été comme bien préparé, puis que j'ai pris le temps de faire comme il faut, qui est devenu finalement un épisode de ma vie significatif dont je suis même pas encore sorti parce que le livre finit par aboutir quelques années après. Mais tout ça a commencé, c'est ça, dans le sillage de mes expéditions précédentes, voyages de vélo, voyages d'alpinisme. En fait, c'est en revenant d'Équateur, la première fois que j'ai eu comme une espèce de flash, j'étais comme ça, une espèce de high après avoir monté le Chimborazo. Une grosse montagne quand même, là, comme tu mentionnais, de 6200 mètres. Puis j'étais bien excité de ça. Voyage dans lequel j'avais lu aussi Latitude Zéro de Mike Horn. Donc déjà, j'avais un petit peu cette espèce de flash-là, d'idée de voyage multisport. Et puis, j'étais curieux après avoir vu l'Équateur, mais aussi après avoir été avec des gens qui vraiment habitent leur territoire immédiat. Comme à un moment donné, c'est super trippant de faire des voyages un peu partout sur la planète. Même si je ne suis pas un très grand globe-trotteur, je suis allé à quelques endroits, là, beaucoup en Amérique du Nord, mais j'avais peu fait d'expéditions, de choses significatives sur le territoire immédiat, sur le territoire du Québec. Et en me cherchant un nouveau projet de vélo, c'est là que j'étais tombé sur la route Trans-Taiga. Et puis, en fait, on m'en avait déjà vaguement parlé. J'avais peu fait de recherche. Puis, je me rappelle là, d'être à l'aéroport aux États-Unis sur le chemin du retour de l'Équateur. Puis là, de vraiment tomber sur le blog d'un gars un anglophone en plus, hors Québec, qui avait fait la route Trans-Taiga. Puis, ça avait l'air vraiment comme une espèce de frontière de l'aventure, là. Ça avait l'air super wild, cette affaire-là. J'ai reparlé à d'autres gens après qui me disaient, écoute, il y a des loups qui traversent cette route-là. C'est vraiment une espèce d'isolement là, extrême. J'ai même entendu que c'est la route la plus isolée en Amérique du Nord. Wow. C'est la route, en fait, qui relie, comme mettons, Radisson jusqu'au bout qui est possible d'aller vers l'est du Québec. Exactement, le réservoir Canapisco. En fait, finalement, c'est une route d'Hydro-Québec et qui est circulée quand même assez fréquemment par les camions d'Hydro-Québec, puis qui est bien entretenue. Donc, ça reste sécuritaire. Des loups, ils ont beau passer des attaques de loups sur des humains dans l'histoire du Québec, il n'y en a pas de répertorié, là. Reste à voir peut-être dans la tradition orale autochtone, mais il n'y a pas vraiment de danger réel, à part l'isolement, à part peut-être, effectivement, mal planifier sa bouffe et tout. Mais même là, on peut se démerder peut-être avec les passants qui sont là, qui sont occasionnels sur cette route-là. Donc, avec cette envie-là de faire la route, il y avait quand même un problème logistique qui était juste de s'y rendre, en fait. Donc, c'est une route de 666 km. Pour aller faire ce segment-là, ben, il faut trouver une manière d'aller à un des bouts, à moins de faire l'aller-retour, ce qui est quand même pas si intéressant, là. C'est déjà assez difficile de se planifier des vacances. On n'a pas envie de faire la même route dans les deux directions. Donc, j'ai un ami, moi, qui était prêt à m'accompagner là-dedans, mais ça représentait quand même 4000 km aller-retour de char pour aller me porter au bout de la route. Mettons, pour faire le 700 km. Là, disons que je pars avec mon ami, puis qu'on monte, puis qu'il va me porter jusqu'au bout de la route, là, c'est 2000 km. Et par la suite, disons que je fais les 700, ben lui, il me suit quand même. Il me ramasse après, puis on revient. Donc, c'est presque 4000 km. Ça avait un peu par rapport. Puis, bon, j'imaginais que je ferais peut-être une centaine de kilomètres par jour parce que c'est une route gravelée. Mais là, en commençant à parler, les gens me disaient non, c'est en bon état, puis tu es probablement capable de rouler presque 80 de ta distance habituelle sur du pavé sur la route gravelée. Donc là, je me disais, bon, ben, OK, ça me semble très, très abordable. Maintenant, comment est-ce que je planifie un voyage? Puis, quelques mois après, je suis chez moi en automne, puis je ne sais pas, je suis encore bercé par les récits de Mike Horn ou en tout cas, j'ai toujours un peu ce rêve-là d'expédition multisport, là. Un autre Mike Horn canadien qui est très peu connu, là, qui s'appelle Colin Angus. Ça a été quand même un best-seller dans l'ouest du Canada, puis je présume probablement dans le monde anglophone, là, mais moi, j'ai pas vu de traduction française. Lui, c'est un gars de Vancouver qui a fait le tour du monde à force humaine, un peu à la Mike Horn, mais avec un style un peu moins flashy, mais quand même avec une expé qui est d'un calibre pratiquement égal à ça, là, donc qui consistait en gros à faire du vélo, faire du canot jusqu'à la pointe de l'Alaska. Ils ont traversé dans une chaloupe océanique maison qui avait coûté 2 000 à 3 000 $, un vieux voilier, qui ont enlevé les voiles puis le mât, qui ont scellé à la bonne franquette. Ils ont traversé le détroit de Bering. Ils sont tombés en Tchouchka, la région, l'équivalent en fait de l'Alaska russe, qui ont traversé en ski de fond, puis en bike éventuellement, pour atteindre jusque le réseau de route de la Sibérie, qui ont traversé en vélo d'hiver. Pour atteindre finalement, c'est ça, le réseau de route. Ils ont traversé toute l'Europe jusqu'au Portugal. Puis ensuite, chaloupe océanique, comme une paquette, jusque
Je suis plus sûr, mais genre dans les Caraïbes. Puis finalement, écoute, après une espèce de traversée de 200 jours qu'il a fait avec sa blonde, ils ont remonté en bike jusqu'à Vancouver. Fait qu'un voyage de comme 500 jours, là, quelque chose comme ça. Wow. Une affaire de fou, là. Donc, moi, je suis toujours dans ces espèces de rêves de grandeur-là. Et puis là, je me dis, ben écoute, ça me semble être un projet quand même intéressant à la traversée du Québec. Donc, je suis assis sur mon divan, j'ai ces livres-là sur ma pile de lecture. Puis, en regardant la carte du Québec, finalement, sur une carte très générale là, sur laquelle la Trans-Taïga n'était même pas, ben, je vois une rivière que j'avais comme jamais remarquée qui connecte le réservoir Kanapisco à la baie d'Ungava directement et à Coudjouac. Et là, soudainement, j'ai une espèce de flash, puis je me dis, écoute, ça, c'est une autoroute, là, cette affaire-là. Puis je regarde sur Google Earth, puis c'est immense comme rivière. C'est un tracé parfait. Ça va direct à Coudjouac. Là, je regarde sur la route, les deux connectent. Je me dis, boum, là, écoute, ça, là, c'est l'idée du siècle. Puis, tu sais, j'écris tout de suite traversée du Québec, vélo et canot, puis je trouve rien qui est équivalent. Je me dis, OK, là, je suis vraiment assis sur une mine d'or. Là, c'est mon projet. Là. C'est ça, c'est hâte de faire quelque chose que personne d'autre n'a fait auparavant. Ouais. Oui, puis surtout, ben écoute, il y avait déjà eu des traversées, les deux seuls, en fait, mettons, trois seuls que j'ai entendus, là, mettons, de Montréal ou du Saint-Laurent jusqu'à L'Ungava. C'était Fred Dion en 2002 qui l'a fait en kayak solo, quand même. Puis la gang du projet Caribou qui l'ont fait en ski de fond, en comme 130 jours en hiver. Donc, quand même, des expés d'ampleur vraiment impressionnantes. Mais quand tu savais que tu allais pouvoir faire du canot sur la rivière, que ça allait pas avoir trop de rapide, qu'elle allait... Bien, ça a été long parce que j'avais peu d'expérience en canot. Okay. Peu ou pas? Peu. OK. Peu, mais tu sais, non, peu quand même parce que j'avais fait, je pense, 1 an ou 2 avant avec des amis, tu sais, une bonne fin de semaine à jouer dans les contre-courants, puis à vraiment apprendre des manœuvres de base avec des amis canoteurs, mais tu sais, sur la rouge. Puis quand même, j'avais un gros respect de ce que c'était de l'eau vive, là. Ben, en fait, si je reviens même à l'avant, pour te dire à quel point ma culture de l'eau n'était pas si développée, dans l'Altitude Zéro de Mike Horn, lui, il utilise l'hydrospeed, qui est comme une planche de flottaison, puis il y a des palmes, puis il se promène là-dedans. Okay. Puis là, j'étais comme, hey, je pourrais faire la Kanapisco en hydrospeed, ce qui, honnêtement, serait possible, mais c'est vraiment de la merde, en fait. Là. Puis moi, comme... Avec un pas de recul, je me rends compte à quel point comme, je suis vraiment content de m'être investi dans le canot parce que le canot, c'est notre moyen de transport au Québec. C'est comme c'est notre identité. Puis ça a parfois, là, je pense que ça revient, mais présentement, c'est pas super à la mode. On est plus comme kayak d'eau vive, moins nécessairement canot d'expé, mais c'est dans notre ADN de Canadiens puis d'Américains. Puis comme, pour moi, c'est vraiment une fierté de pouvoir me réapproprier un peu ce moyen de transport-là. Puis c'est la manière la plus efficace puis la plus agréable de voyager. Là. Quand on regarde n'importe quelle manière de voyager sur le territoire québécois, c'est les rivières, nos manières de penser. Donc, c'est sûr qu'avec la route, là, ça me permettait d'aller gagner le réservoir Kanapisco. Mais à partir de là, effectivement, donc, il y a eu comme une longue période de recherche puis de faisabilité pour voir est-ce que c'est possible de faire ça. Qui t'appelle? J'appelle mon ami, en fait, la personne avec qui j'avais fait l'initiation quelques mois auparavant. Et lui, il me dit, écoute, c'est bien beau ton projet, mais j'ai parlé à un autre ami qui, lui, se connaît pas mal plus, qui s'appelle Nicolas Boisclair, qui avait fait La Rupert et le documentaire Chercher le courant. Et lui disait, non, la Kanapisco, elle est asséchée sur les 100 premiers kilomètres. Et donc là, OK, qu'est-ce que ça implique? C'est que le réservoir Kanapisco, il a été créé en détournant la rivière Kanapisco vers la Grande pour toutes les installations hydroélectriques. Puis c'est pour ça qu'il y a la route Trans-Taïga, en fait. Sinon, il n'y aurait pas de route. Puis ça, c'est plus quelque chose que j'ai exploré dans le récit, mais notre occupation du territoire est vraiment faite en fonction des ressources naturelles et non pas pour la beauté puis l'amour du territoire. Là. Donc, c'est le fun que ces routes-là soient là. Puis je pense qu'on peut en faire quelque chose, puis on peut les parcourir, puis on peut leur donner une signification. Mais pour l'instant, ce ne sont que de banales routes pour envoyer des équipes pour travailler le long des installations. Là. Mais donc, tout le débit est dévié vers la rivière La Grande. Donc, les 100-150 premiers kilomètres sont réputés infranchissables. Ceci dit, les seules infos que j'ai sur le terrain, c'est Fred Dion qui, effectivement, me dit que pendant 3 jours, il a tiré son kayak dans de la roche. Là. Et donc... T'sais, sur le coup, je me dis, mais au moins, c'est une manière safe, dans le sens on sait que ça passe. C'est juste vraiment chiant. Mais il y avait comme une dimension de rencontre du territoire. Et donc là, c'est là que j'entends parler d'une alternative qui s'appelle la rivière Sérigny,
qui est un petit affluent perdu que j'ai de la difficulté à localiser même dans Google Earth. Ça me prend du temps, il faut que je me familiarise avec les outils. Et là, je vois cette espèce de rivière-là qui me semble difficilement accessible. Il faut passer par un réseau de lacs de tête à partir de la route. Donc, moi, dans Google Earth, je trace un peu l'espèce de chemin, puis j'essaie de grossir les rapides et tout. Ça semble pas trop mauvais, mais il faut faire bien attention sur Google Earth. Quand on ne connaît pas, il faut vraiment regarder les courbes de dénivelé. Parce que même si ça a l'air des fois assez petit, par exemple, si on regarde sur Google Earth les rapides de la Chine, ça a l'air comme franchissable, alors qu'en réalité, c'est monstrueux, là. Donc, il faut faire vraiment attention de faire une analyse plus soutenue, là. Est-ce qu'il y a d'autres applications, d'autres sites web qui sont mieux détaillés pour pouvoir comprendre les cours d'eau? Ça existe? Bien, on peut faire plusieurs analyses, notamment toutes les courbes de niveau. Ça nous permet quand même d'estimer de manière assez juste la difficulté d'un rapide puis l'ampleur des rapides qui vont être générés. Là, un rapide, c'est quoi? Courbe de niveau, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, les courbes de niveau, c'est la déclinaison, en fait. Pas la déclinaison, pardon, le dénivelé. Le dénivelé, okay, c'est ça. Le dénivelé. Puis ça, dans Google Earth, si on trace un trait, on peut avoir la courbe de niveau. Donc, on peut voir comme, oups, ici, sur, mettons, là, je ne suis pas très bon, je ne vais pas dire de bêtises, mais ça peut être, mettons, on a 500 mètres de dénivelé sur je ne sais pas, X nombre de kilomètres. Ouais. Donc, ça va générer une pente à tel pourcentage. Puis ça... Il y a comme aussi des manières plus poussées de déduire qu'on risque de rencontrer tel type de rapide ou des chutes, etc., etc. Mais l'information que ça prend pour faire une rivière, pour être safe, c'est un relevé cartographique de canaux. Et ça, il y en existait un, en fait, dans la Fédération de canot-kayak. Donc, il y avait un team de 3 personnes qui avaient fait l'expé en 2005, la rivière Sérigny. Et eux avaient fait un relevé topographique. Puis c'était un formateur de la Fédération de canot, donc quelqu'un qui a une très fiable, une bonne réputation. Mais le topo, il était juste sur à peu près 8 cartes topographiques, puis c'était fait à la main, à la mine. Puis il n'y avait pas de manière de sortir de là. Fait que moi, je suis allé une première fois prendre en photo toutes les cartes. J'ai fait un gros montage maison, puis là, ben, je voyais R1, R2, R3, R4, R5, en quantité quand même impressionnante. Mais ça restait quand même autour du R2, R3 qui est sur une échelle... R2, c'est tranquille. R8, la mort? Ou... la mort, c'est R6. R6, c'est infranchissable. R6, c'est la mort, OK. Ouais. Donc, ça va quand même assez vite. R1, R2, là, quelques cours de canot, même une initiation, même à la limite, avec un peu de chance, là, on peut se pitcher là-dedans. Puis tu sais, normalement, si on est chanceux, on risque de s'en sortir en bas. Okay. C'est assez rapide. Déjà rendu R3, il faut que tu regardes de faire des manœuvres au bon moment. Puis si tu fais pas attention, il peut y avoir quand même des risques. En fait, dans un R1, il peut y avoir un risque. Si on chavire en mauvaise place, le canot peut aller se coller dans le fond, puis cravater, puis on peut être dans la marde, là. Oh, ouais. Donc, il y a quand même cet enjeu-là. Puis rendu en R4, là, en expédition, normalement, là, sauf si tu es vraiment très, très, très expérimenté puis sûr de ta shot, déjà, des R4, tu les fais plus. Puis la traversée à toi que tu as faite au complet en canot, est-ce qu'il y avait des... C'est quoi le R le plus haut qu'il y avait? Bien, ça allait de chute infranchissable, mais je dirais que de manière générale, on était autour de R1-2, okay. Avec quand même pas mal de R3, okay. Puis quelques R4 qu'on a tous partagés. Exact. Là, tu marches avec le canot. C'est ça. Okay. Exactement. Mais encore une fois, ça a été tout un apprentissage, puis je fais une espèce de raccourci. Mais moi, dans ce processus-là, initialement, je me cherchais peut-être quelqu'un qui serait meilleur que moi en canot, peut-être même quelqu'un de très expérimenté qui pourra un peu me prendre en charge, entre guillemets. Puis juste que j'embarquerais avec lui pour la portion canot, puis que je serais un peu, en business avec lui. Combien de kilomètres de canot que tu as fait au total? 600 kilomètres. Puis de vélo? 2000. OK. Ouais. Cool. Donc, c'est ça. Je parle à un ami de ce projet-là, puis je dis, ouais, mais là, j'hésite un peu la portion canot, ça fait peur. Puis il me dit, écoute, parle à tel ami qui est un ami du secondaire, David Desilets. Et puis, David, finalement, il faisait pas vraiment de canot d'eau vive. Il faisait du kayak de mer. Il a fait pas mal de canot de lac avec son père, mais lui, il était un peu intimidé par ça. Fait que ça a comme pris du temps. Mais on est restés vraiment amis, puis la complicité est arrivée dès le départ. Puis je pense que ça a été un meilleur move pour moi, parce que plutôt qu'à me dire « j'embarque avec quelqu'un qui va un peu comme me servir de guide », bien, moi, j'étais comme au même niveau que lui. Donc, il a fallu que je me forme, il a fallu que je me responsabilise. Donc, moi, ma courbe d'apprentissage a été pas mal abrupte, mais je suis sorti de là avec un gros bagage. Puis aujourd'hui, je me sens vraiment bien équipé, puis j'ai refait des expés de canot après, puis tu sais, clairement, comme canoteur, j'ai énormément évolué là-dedans. Tu te formes où si tu veux être un canoteur
de qualité? Il y a quelques écoles au Québec. Il y en a moins, comme je disais, c'est un petit peu moins à la mode présentement. Mais il y a des très bonnes écoles. Moi, je suis allé au Canot Volant, qui est sur la rivière l'Assomption, au village de... Dans le coin de Joliette? Dans le coin de Joliette-ish, là. Voyons, le nom m'échappe. En tout cas, Canot Volant, avec François Chevrier, très excellent formateur. Et puis, on a pris une formation sur mesure avec lui. Donc, on a passé une journée complète. Il était tout seul avec nous. Donc, on a vraiment pu être drillé dès le départ. Il y a Fred Dion aussi qui est embarqué sur le décor. On a fait une sortie avec lui. Ensuite, on a repris une formation de sauvetage de 3 jours complets avec François Chevrier au Canot Volant, plus des descentes avec d'autres personnes. Nous, on avait fait la Malbaie l'été d'avant, on avait déjà notre petit bagage. Donc, assez rapidement, là, on a senti qu'on prenait du galon. OK, cool. Fait que 3-4 jours de formation, ça serait pas suffisant, mais pour avoir une bonne base, mettons, de canot, là. Il y a des niveaux. En fait, d'habitude, un niveau 1, ça prend 2 jours. Un niveau 2, ça prend 2 jours. Tu vois, pour la rivière qu'on a faite, un niveau 2, normalement, qui est comme un peu introduction à l'eau vive, devrait être correct, mais c'est sûr qu'après ça, ça prend des jours de pratique. Ah, c'est ça. Mais je pense que la base de ça, c'est pas comme de l'alpinisme, par exemple, où effectivement, tu peux facilement imaginer que tu vas avoir en tout et pour tout une vingtaine de jours de formation. Ouais. Et encore, tu vas avoir besoin de beaucoup de pratique. Le canot, c'est vrai que c'est pas inaccessible. Après ça, ça prend un bon partenaire, ça prend une bonne attitude, ça prend un paquet de choses, puis ça prend beaucoup de pratique aussi. Mais c'est vrai que les formations, il ne faut pas voir ça comme étant quelque chose d'inaccessible. L'expérience sur l'eau va faire une grosse différence à long terme. Là. Exactement. Okay. Ouais. Cool. Puis là, on est rendu au moment où tu dis, je fais le canot, je me lance en canot. Ton partner, il est prêt aussi? Lui, ça a pris plus de temps à embarquer dans le projet parce qu'il trouvait ça vraiment gros puis intimidant. Là, il faut savoir qu'on est dans une zone où il n'y a pas de communication, évidemment, cellulaire. C'est une zone qui est très éloignée. Il y a juste une expédition qui est passée par là en 2005. Il y a plein d'enjeux. Il y a les animaux sauvages, il y a l'isolement, il y a la logistique pour amener le stock là, il y a les coûts. Il faut revenir en avion aussi là-bas. Ouais. Ça coûte super cher. Hein. C'est plus cher aller à Kuujjuaq qu'aller au Népal. Ouais. Donc, il y a tout ça qui est à prendre en considération. Fait que, qu'est-ce qu'on fait? Quand est-ce qu'on embarque? Puis moi, je me suis blessé en plus, un accident niaiseux en début d'année, cette année-là. Moi, dans ma tête, c'était sûr qu'on faisait l'expé. Lui, il m'a dit qu'il n'y a pas tant que ça. Là. Nous, on est allé faire la rivière Malbaie, qui est comme un gros R2 en continu, là, pratiquement sur une 60aine de kilomètres. Ça s'était bien passé, on avait trippé. On se sentait quand même assez à l'aise. Moi, au sortir de ça, j'étais comme, j'ai plus aucun doute dans mon esprit qu'on se lance puis on fait ça. Lui, je pense qu'il a un petit peu plus pris son temps. Puis c'est ça, je me suis blessé, un accident vraiment complètement bête cet automne-là. Mais comme j'ai été quand même handicapé là, pendant 6 semaines, je suis tombé en bas de mon balcon. OK. Mais pourquoi t'es 3 mètres directement sur le dos. Hé, quand même! Ouais. Gros party ou qu'est-ce qui s'est passé? Même pas. Écoute, la rambarde en arrière sur mon balcon avait été changée. En fait, on était en train de faire des travaux puis on l'avait juste pas fixé. J'avais l'habitude de m'accoter dessus quand j'époussetais l'appartement puis pour aller juste comme secouer la poussière. Puis je m'éloignais, je m'accotais dessus, solide. Là. Fait que là, je suis parti puis le bas de la rambarde m'a fait une jambette. Fait que je suis vraiment comme tombé vraiment de dos, là, sur le dos directement. Qu'est-ce que tu t'es fait? Une espèce de lumbago, là, un mal de dos qui, sur le coup, te coupe la respiration. Puis je me suis fait très mal à la main aussi. Ça, la main, c'est resté, ça a pris 1 an et demi avant que ça parte. Wow! Ouais. Là, t'es correct, là. Ma main est raide, là. Probablement que je pourrais, faire un peu physio. Hein. Chez le physio, c'est important, ça, mon chum. Ouais. C'est vraiment important. Ouais. Dans la première année de ta blessure, c'est le moment. J'en ai fait un peu au début. Ouais, j'étais allé voir un physio. Mais malgré tout, la douleur comme passait pas, mais c'était handicapant sur rien, en fait. J'avais juste peur de retomber dessus. Mais là, je peux dire que je suis probablement à 99 %. OK, quand même. Ouais. Fait que là, lui, il est prêt à partir finalement. Il change d'idée. Il dit oui, j'y vais. Il est pas trop. Je pense qu'il le voit pas trop dans son horaire, mais il y croit, mais il y a encore des doutes. Puis à ce moment-là, il veut pas faire le vélo. Mais je le pousse. Moi, finalement, je travaille sur un site web. Puis finalement, on annonce tout ça. Donc, on est un petit peu comme... On met la charrue devant les bœufs. Mais tu sais, à un moment donné, quand tu l'annonces à tout le monde, c'est une étape qui est importante. Puis, à un moment donné, il faut pas que tu attendes à la toute fin parce que c'est quand même une motivation supplémentaire. Quand tu annonces à des gens que tu le fais, tu es un peu pris avec ça, là, pour le meilleur ou pour le pire. En fait, il faut éviter le pire. Là. Je pense qu'il faut avoir l'humilité de ne pas partir en expé si tu n'es pas prêt. Mais c'est sûr que c'est un facteur de motivation. Exact. Puis ce qui a été un gros point tournant, c'est que quand même, là, on a bien fait nos devoirs. Le site web avait pas mal de visites. On avait fait créer la page Facebook. Et là, on a appliqué sur la bourse Oser l'aventure que Normand Piché, que tu as reçu, a eu l'année d'avant. Ouais. Ou la première année, en fait.
Pardon? C'est une bourse de Frédéric Dion. Exactement. Cool. Ouais. Ben, nous, il y a eu 2 années de suite une bourse en argent avec une commandite de Mountain Hardwear. C'est quand même un gros package deal, là, puis il recevait des tonnes de candidatures. Et puis la 3e année, il a changé un peu, puis c'était une bourse en coaching, en fait, et en communiqué de presse. Mais pour nous, c'était parfait, en fait. Ouais. Puis on a monté un dossier qui était quand même béton, là, c'est-à-dire que, tu sais, moi, je suis musicien, mais j'ai développé aussi je travaille beaucoup en gestion culturelle et en communication, fait que je fais un peu de graphisme. Donc, on est arrivé avec un dossier qui était super bien écrit, qui était vraiment beau, avec des belles photos. Écoute, Fred, il nous appelle le lendemain et il dit, écoute, moi, j'embarque les gars tout de suite là, dans votre projet. Fait que là, on a compris que, OK, là, les choses commençaient à devenir sérieuses. Fait que Fred nous a donné un coup de main. Et puis, ben là, David avait vraiment envie d'embarquer, mais même, par contre, là, puis ça changeait un peu la donne, il voulait faire la partie vélo. Mais lui, il n'avait pas d'expérience en vélo avant, ou presque pas. Tu sais, comme il y avait un vélo tout pété avec tu sais, genre en alu, je suis même pas sûr qu'il y a des sacoches, là, puis je veux pas le dénigrer, mais je pense qu'il reconnaîtra que entre ce qu'il avait fait en vélo puis faire les 2000 km sur la route de la baie James puis la Trans-Taiga, c'était déjà gros pour lui. Puis l'affaire, c'est que moi, j'étais pas mal confiant dans mes capacités, étant donné que j'avais déjà fait une expé super soutenue de vélo de 47 jours là, quand j'ai traversé le Canada. Je savais que j'étais capable de passer à travers. Puis déjà, moi, je m'entraînais beaucoup. Tu sais, dans les années avant, j'avais couru des marathons. J'étais déjà dans un beat, là, vraiment, tu sais, comme plus de performance sportive. Lui, il partait pas de là. Puis je me disais, dans quel état il va être? Puis lui, c'était un peu dans ma tête la référence canot. Fait que j'avais besoin que lui soit là, puis qu'il soit super sharp au bout de la partie canot. Puis en rétrospective, une chance qu'il était frais, là, parce que moi, je me suis poussé et tout, puis ça a bien été au niveau physique, mais c'est sûr que j'ai eu une perte à un moment donné de force, puis il y a une fatigue qui est embarquée, où est-ce que, puis tu sais, dans cette fatigue-là, tu peux prendre des bonnes décisions et tout. Fait que lui, il gardait plus la tête froide, fait que c'était comme parfait là, dans ce scénario-là. Fait que tu as fait le vélo tout seul, puis lui, il te rejoindre pour le canot. Exactement. OK, cool. Ouais. Fait que tu as pu faire ton vélo sans ralentir. Bien, c'était sûr qu'on s'était parlé. Lui, quand il considérait le vélo, il ne voulait pas le faire en même temps que moi. Je pense qu'il considérait plus une centaine de kilomètres par jour. Donc, on fait le calcul, là, c'est 2000 km, incluant la route Trans-Taiga. Mais disons que sur le pavé, il espérait peut-être faire un peu plus. Mais en gros, c'était déjà un 3 semaines en partant. Qui ajoutait, alors que moi, finalement, je l'ai fait en 7 jours et demi. Le 2000 km. Tabarouette, ça, Samuel. Ouais, c'est ça. C'est très rapide. Ouais. Combien d'heures par jour tu pédalais? Certainement plus que... Ben écoute, tu sais, cyclotourisme j'avais pas des sacoches, là, j'avais des sacs de bikepacking, là, fait que c'est comme quand même pas mal plus ultralight, là, c'est comme intégré dans la structure du vélo. Okay. Fait que le profilage pour l'air est quand même vraiment meilleur, fait que c'est plus roulant, là. Autour de 25 km/h, mais j'ai fait une journée à 18 km/h parce que j'avais vraiment trop de vent de face. Fait que c'est pas mal minimum sur des journées de 260 km, c'est minimum 10 heures de vélo, sans compter les pauses. La plus longue ayant été quand j'ai fait Mont-Laurier à Val-d'Or. Ça, c'était 300 km en 299 en 14h30. Fait que c'était super long. Fait que ça, je suis parti à 7h le matin et j'ai fini à 11h30 le soir, incluant si j'ajoute les pauses. C'est ça. Fait que c'est long. Puis là, le lendemain, mais je suis reparti, puis j'en ai fait un autre 230 quelques pour aller jusqu'à Matagami. Puis tu dors où pendant ces journées-là? Donc, les bords d'autoroute? 3 premières journées, j'avais des hébergements. Fait que ça l'aidait à se motiver, de se dire comme, peu importe l'heure que je finis, il y a des gens qui m'attendent avec avec une brique puis un fanal. Ça, c'est l'ancienne signification quand c'était positif. Oui, c'est ça. C'est pas très positif. Non, c'est ça. Ben, en fait, apparemment, ça vient une brique, c'est pour chauffer les draps. Puis le fanal, c'est pour éclairer la personne. Une brique de quoi? Une brique que tu chauffes dans le poêle. Tu mets tes draps. Pour chauffer les draps de la personne. Fait que c'était positif, en fait. On t'entend qu'une brique. Wow! C'est ça. Mais là, plus personne n'utilise une brique. Fait que tout le monde se dit, ben voyons, pourquoi une brique? Il va y avoir un meurtre avec ça, quelque chose. Quelqu'un a tué quelqu'un avec une brique. Ben non, voilà. OK. Fait que tu dormais dans des auberges, Chez des gens que c'était planifié à l'avance, les 3 premiers jours. OK. Puis après Matagami, c'était dans la tente. Tout long. Bien, sur les 5 jours qui ont suivi. Ouais. Là. Depuis tantôt, tu me dis que le bout de canot, tu as stressé au début, tu n'étais pas sûr. Mais moi, si tu me parles d'une expédition comme ça, ce que j'ai en tête, ma crainte, c'est pas le vélo, c'est pas le canot. Puis, tu sais, je fais pas de canot. Enfin, j'ai aucune idée. C'est moi que j'aurais peur rendu là. Mais si ma crainte, ce serait de dormir aussi longtemps dehors, dans des lieux autant loin de la civilisation. C'est plus ça qui viendrait me stresser. Ouais. Les animaux, les ours, tout ça. Ouais. C'est plus ça qui... T'as-tu une crainte face aux animaux ou non? Non.
Non, mais puis je le dis sans. Je ne suis pas quelqu'un de particulièrement téméraire. J'ai une certaine témérité, là, puis comme n'importe qui, un animal dangereux, c'est intimidant, mais j'ai quand même eu plusieurs expériences avec les ours dans ma vie. OK. Même avec des chiens. En fait, j'ai pratiquement plus peur des chiens qui me courent après en vélo que des ours. Après ça, les chiffres parlent, là, puis à un moment donné, il faut être capable de faire la part des choses. Là. Des attaques d'ours sur des humains au Québec, d'ours noirs, c'est très, très, très limité. Puis après ça, ben, il y a quand même des mesures qui peuvent être prises. En général, les ours vont aller directement sur la cache à nourriture. Ah, c'est ça. Un ours là, qui, au milieu de la nuit, viendrait te percer ta tente puis rentrer, puis te dévorer, là, il y a comme... J'en connais pas, en fait, d'histoire. Je pense que... À part si tu te couches avec du beurre de pinot partout sur le bord du visage. Oui, puis tu sais, il va pas... Il y a une certaine curiosité. C'est pas des immenses animaux, je veux dire, c'est des grands prédateurs. Mais de toute manière, c'est pas un ours, ça passe pas sa journée à s'attaquer à des animaux vivants. C'est charognard, ça mange des fruits, beaucoup, principalement. Ça mange de tout, mais tu sais, comme un ours, ça s'attaque pas à un caribou, ou en tout cas pas à ce que je sache, là. Donc, ou en tout cas pas sur une base régulière, parce que c'est trop d'efforts puis il n'y en a pas de besoin. Donc, attaquer les humains, c'est sûr qu'il y a certains cas, par exemple, notamment dans certains parcs, là, genre le parc Temagami en Ontario, ou dans les Adirondacks, où il y a c'est des environnements très naturels, mais qu'il y a quand même beaucoup de fréquentation de gens. Et donc là, ça peut créer cette espèce de circonstance-là où peut-être un ours peut avoir une certaine habituation à la nourriture humaine. Et là, à un moment donné, quelqu'un va essayer de trop s'interposer entre lui et sa bouffe. Puis là, ça se peut que l'ours fasse de quoi. Puis là, il y aurait le mythe qu'un ours qui aurait goûté, mettons, du sang humain, puis qui aurait pris l'habitude, ben à ce moment-là, pourrait devenir une espèce d'ours tueur. Mais ça, il y a un peu de légende là-dedans. Puis encore une fois, moi, je ne connais pas vraiment d'histoire, sauf dans les récits d'Adam Schultz puis de Hap Wilson, justement, Parc Temagami, là, que j'ai entendu un peu ce genre d'histoire-là. Mais le problème, c'est vraiment les ours polaires. Puis dans l'expédition à Coudjoie, il n'y en a pas l'été, ou en tout cas, dans l'histoire récente, il n'y en a pas eu. Mais il pourrait en avoir, mais ça serait comme dans la dernière journée de canot. Quel genre d'animaux t'as croisé à travers le chemin? Ben, presque rien. J'ai croisé des ours. Oui, j'en ai vu sur la route Trans-Taïga, qui sont clairement des ours qui sont habitués à voir des humains. J'ai vu un loup aussi. C'est la seule fois dans ma vie que j'ai vu un loup au loin qui était proche d'un conteneur à déchets sur la route Trans-Taïga. J'ai vu un orignal sur la route de la baie James. Orignal, c'est des animaux qui sont intrusifs. Je pense même pas que traditionnellement, il y en avait. Là. Les orignaux montent de plus en plus au fur et à mesure que les caribous montent vers le nord. Ben, c'est tout. Puis dans la passion de canot, on n'a presque pas vu d'animaux parce que justement, c'était là que j'allais en venir, c'est que dans les zones très, très sauvages, les ours, les animaux sont encore plus craintifs de l'homme. Donc vraiment, à très grande distance, ils vont dégarpir. Là. Ah, parce qu'ils sont moins habitués au son, sont moins habitués qu'ils soient là. Oui, exactement. Puis il y a comme quand même une peur instinctive là, des humains. Après ça, ben, nous, on avait des vaporisateurs au port de Cayenne. Un gun? On n'avait pas d'arme à feu. Parce que j'ai appelé, tu sais, quand j'ai vu ton histoire, quand j'ai regardé tous les autres que j'ai vus au Québec, j'ai eu l'idée, puis je l'ai encore, là, comme je disais à Normand, je sais pas qu'est-ce que je veux faire, mais je veux faire une genre d'expédition comme la tienne. Et moi, je suis zéro homme des bois. Là. Je vais faire des treks en Amazonie, des trucs comme ça, mais c'est 4 jours, pas plus. Puis, fait que j'ai l'idée de faire ça depuis très longtemps. Puis je veux aussi le côté physique de me dépasser. Tantôt, quand tu me disais, l'autre en vélo, il aurait fait ça en 3 semaines. Moi, si je pars, il faut quelqu'un qui me suive. Là. Parce que oui, il y a l'expédition, mais il y a le dépassement physique que je vois vraiment important à travers ça. Fait que, tout ça pour dire que j'ai essayé de voir avec des contacts du nord du Québec, une avute, qu'est-ce qui se passait, qui avait de disponibilité pour pouvoir parler. T'sais. Puis j'ai parlé avec une fille, j'oublie le nom de la communauté Inuit avec laquelle j'ai parlé, mais la fille là-bas me disait que c'est impossible que tu puisses marcher sans fusil. Elle dit, nous, si on te croise dans une communauté et tu n'as pas un gun sur toi, on ne te laisse pas partir vers une autre communauté parce que c'est vraiment ça. trop risqué. Mais ça, c'est Nunavik, en fait. Là. Donc là, effectivement, on est dans la toundra. Puis c'est vraiment pour les ours polaires. Les ours polaires, c'est des animaux maritimes. Donc, ils sont proches de l'eau salée parce qu'ils se nourrissent de phoques. Puis ils vont peu à l'intérieur des terres. C'est pas impossible qu'un ours remonte une rivière à une certaine distance. Mais de manière générale, ils sont pas là. Puis la Coudjoac, c'est la fin de la ligne des arbres. Donc, c'est littéralement au début de la toundra. Donc, c'est pas l'habitat naturel. C'est sûr que le jour où je vais faire un expé qui va terminer à Pouvornitouk, où je vais faire une partie de la côte de la baie du Tson, c'est sûr qu'à ce moment-là, tu as une arme à feu, ça, tu t'en sors pas. Parce que les ours polaires sont plus... Ah, c'est des tueurs.
Ben, puis encore là, un ours polaire qui te voit va pas nécessairement te courir dessus puis venir te bouffer. Je veux dire, peut-être qu'il est bien nourri et compagnie, mais une mère qui a ses petits puis qui a faim, ça se peut qu'elle te charge puis t'as aucune chance contre un ours. Je pense que dans le livre de Mike Horn qu'il disait qu'il y a un Inuit qui a montré comment regarder des traces de pas d'ours polaire, savoir s'il était maigre ou s'il était pas maigre. Fait que s'il est maigre puis il se met à faire des pas partout, si son tracé n'est pas droit, c'est parce qu'il a faim. Il cherche une nourriture, fait que là, tasse-toi. Tandis que si les pas sont vraiment plus espacés puis qu'il y a comme une trace en plein milieu de la neige, c'est parce qu'il est vraiment plus gras, fait qu'il reste moins de t'attaquer. Je trouve ça fou de pouvoir checker les traces des animaux. Oui, c'est ça. Puis rendu là, même si tu vois que ça, qu'est-ce que tu veux faire? C'est sûr que de toute manière, tu vas te détourner. Ben, c'est ça, tu vas être alerte. La meilleure manière, c'est de partir en grand groupe. Là. Il y en a qui recommandent, puis ça, c'est un autre aspect sur notre expédition. Normalement, des expés en territoire éloigné, tu devrais partir à 3 canots, à 6 personnes. Ah ouais? C'est ça qui est considéré comme le nombre sécuritaire pour une expé de canot. Partir à 2, c'était un petit peu... surtout pour une première expédition, c'était pas top, là. Mais moi, je préférais les plus petits groupes. Puis encore une fois, on n'était pas dans une zone d'ours polaire. C'était une rivière qui avait une difficulté qui était gérable. Donc, en tout cas, moi, j'étais quand même à l'aise avec ça. Mais en y repensant aujourd'hui, je me rends compte que c'était quand même bold, en fait. Puis n'importe qui viendrait me voir aujourd'hui avec peu d'expérience, ou en tout cas, où est-ce que j'en étais, je dirais quand même, fais attention. C'est pas parce que je l'ai fait. Là, maintenant, je le sais. Mais ça reste que les risques sont là, puis le principal danger, ça reste quand même la rivière, l'hypothermie, puis le dessaler, ce qui est renversé en canot. Mais animaux sauvages, il faut regarder où est-ce qu'on est. Baie du Son, c'est vraiment le côté où est-ce qu'il y en a le plus. Puis encore une fois, la plupart sont plus du côté du Manitoba puis de l'Ontario. Okay, donc, la répartition, mettons, des ours polaires est un petit peu moins significative sur la baie du Son. Mais là, il y a plein de changements avec les changements climatiques, donc il faut faire très attention. Puis nous autres, le même été qu'on faisait ça, il y avait une gang qui s'appelle Expédition Accor, qui, eux autres, présentement, partent une espèce de projet de fou depuis l'île d'Elsmer jusqu'au sud de l'Ontario. Vraiment quelque chose aux proportions vraiment épiques. Le même été que nous, eux autres, ils faisaient un voyage qui partait de Shefferville, puis qui allait sur la côte du Labrador, puis eux, ils ont vu, je pense, une trentaine d'ours polaires. Wow! Ouais. Donc, il y en a beaucoup, beaucoup plus sur la côte du Labrador. Mais à ce moment-là, il était 6. Je pense qu'ils ont passé à 4 à un moment donné. Puis ils faisaient des tours de garde la nuit avec une arme à feu. Mais bon, ton arme à feu, il faut que tu sois capable de tirer. Il faut que tu aies pratiqué, etc. Sinon, plus petit groupe, il y a des enceintes soit électriques ou qui peuvent déclencher des alarmes. Fait qu'encore une fois, c'est ça. Tu préfères être plus nombreux, puis il faut que tu te réveilles vite. Là. Puis quand il fait moins 40 puis que tu es enseveli dans tes couches de sac de couchage, là, sortir instantanément, ça peut être un peu claustrophobant. Là, si l'alarme est déclenchée, là, je peux imaginer qu'il fait noir. L'alarme, est-ce qu'il y a des lumières qui apparaissent maintenant? Ça, je ne suis pas familier. Si j'avais un système à faire, c'est ce qui est vrai. L'alarme sonnerait, il y aurait des gros spotlights. C'est ça. Quand tu sors d'attente, tu sais où viser. Parce que sinon, s'il fait noir, tu as beau avoir un fusil, l'ours peut être de n'importe quel côté, c'est l'enfer. Tantôt, tu disais que si tu avais à te voir en tant que personne qui te demande de le faire, tu lui dirais fais attention parce que c'est quand même bold. Est-ce que c'est le genre de truc? Est-ce que tu es rendu comme un peu accro à ce genre de c'est dangereux? T'as-tu un côté de toi qui aime ça? Pas tant, pas à l'extrême. C'est-à-dire que je pense que juste d'être dans des territoires comme ça représente un risque itinérant. Une fois que c'est fait, moi, je ne suis pas tant un amateur de sensations fortes. Je ne suis pas un gros skieur. Moi, j'aime les sports d'expédition. Puis j'aime la longue distance, en fait. Fait que c'est pas tant sur l'adrénaline que ça va me procurer. Évidemment, le sentiment d'inconnu puis l'espèce de petite peur, j'aime ça, mais je suis vraiment pas un accro à ça. Puis moi, je considère quand même qu'avec une bonne préparation, c'est juste essentiellement le fun, ces expéditions-là. Puis il faut que ça soit le fun. Puis je suis plus au moment où je veux juste me pousser physiquement. Puis à la limite, si je voulais faire ça, je ferais des ultramarathons ou je ferais juste du vélo pur, du cyclotourisme pur. En fait, moi, l'affaire la plus difficile que j'ai faite de ma vie, c'est traverser les États-Unis, où je roulais à peu près 215-220 km par jour pendant 42 jours. C'est harassant physiquement, puis tu dors dans ta tente mouillée le soir. Moi, physiquement, c'est le truc le plus difficile que j'ai fait. Bon, après ça, le portage, ça, on n'en a pas parlé, mais entre la rivière Serigny et la rivière Kanapisco, on a eu 2 jours de portage. Ça a pris, pour faire 5 km. Ça, c'était quand même extrême de difficulté. Attends, t'as fait 5 km en 2 jours? Ouais. Pour porter le canot? Exactement. Parce que le canot était lourd, parce que c'était pas défriché ou parce que... Probablement, il n'y avait rien défriché. Il n'y a aucun sentier. Nous, on a croisé des camps abandonnés.
durant l'expédition. Mais sinon, il n'y a personne qui fait cette rivière-là. Puis les chemins de portage sur cette rivière-là sont à peu près inexistants. Il y en a sur la rivière Kanapisco qui était une route traditionnelle autochtone. Naskapi et puis peut-être Innu, mais essentiellement Naskapi. Rivière-Sérigny, c'est tellement un petit affluent que non, clairement, il n'y avait aucune chance de croiser quoi que ce soit. Et un portage, il faut faire 2 voyages chacun. Donc, nous, on avait 4 barils dans cette expédition-là, des barils de 60 litres dans lesquels on avait notre nourriture, notre équipement, plus quelques accessoires. Donc, premier voyage, on va porter l'équipement dans le bush. On revient sur nos pas chercher le deuxième chargement. Et là, on transporte le canot. En fait, moi, je suis le seul à avoir transporté le canot, qui est 85 livres, qui n'est pas un poids immense, puis c'est balancé. Pourquoi tu es tout seul? Pourquoi tu n'as pas... Parce que... À 2, ça se fait pas? Non, c'est ça, le joug, en fait, qu'on appelle, qui est l'endroit où tu le déposes sur ton cou, c'est vraiment fait pour une personne. Puis à 2, on voit pas bien, c'est pas fait pour être transporté à 2. Puis tu sais, c'est pas un si gros poids, 85 livres. Puis si moi, maintenant, je prends un canot, je vais marcher jusqu'à chez nous avec, puis je vais presque aimer ça. C'est juste que quand tu commences à sentir le bois dans ton cou, t'as beau mettre un coussin, c'est comme there's no way back, là. Ça fait juste de plus en plus mal. Puis 5 km, c'est long, là. 5 km, d'ici, c'est peut-être aller jusqu'à quoi? À Verdun Beach, là. Ah non, Avec un canot sur le dos, ça commence, puis tu le vois pas, fait qu'il est équilibré, c'est correct, mais si tu fais un mouvement comme ça, wow, tu sais, t'es balancé, il faut que tu le remettes. Quand tu le déposes à terre, t'as comme un mouvement d'arracher pour le remettre sur ton dos. Puis tu fonces dans les branches, là. T'accroches, puis t'as des mouches à l'extrême. Mais c'est ça, là, j'ai vu un documentaire de 5 filles, je sais pas si j'oublie le titre. Traversée, peut-être? C'est ça. Ouais. Traversée. Ou la traversée, whatever. Puis là, mané, je suis comme, OK, il y a de la mouche, là. Il y a de la mouche au centimètre carré, là. Ouais. C'est l'enfer, là. Tout le monde a des visières parce que tu te dis, là, toi, c'est pareil tout le long. Ouais. On dirait que ça m'enlève le goût d'y aller. Il y a tellement de mouches. Ça peut être traumatisant si t'es pas préparé. Je pense qu'il y a des précautions qui peuvent être prises, mais c'est indécent. Là. C'est vraiment indécent. Il n'y a pas un push-push. Oui, mais nous, on n'en mettait presque pas parce que rendu là, il disparaît, puis ça pue, puis t'es sale, puis ça gosse. Ouais. Là. Nous, il y a 2 choses. Premièrement, le moustiquaire intégral est essentiel. Puis, je veux dire, ça l'aide, mais t'en as quand même à l'intérieur. C'est comme, mettons, les mouches noires, parce que l'affaire, c'est que c'est pas... Tu sais, t'as des moustiques, là, les maringouins, mais c'est les mouches noires les pires. Les mouches noires, là, c'est comme... Ceux qui t'arrachent le bout de peau, là. C'est ça. Puis au Nunavik, c'est comme, t'es tapes, puis t'es glisses, puis la mouche noire, genre, une fois sur 2, tu sais, est tout entortillée, mais elle se ressaisit, puis elle recommence à voler. Il faut vraiment que tu l'effoires, là, pour qu'elle meure. Impossible. C'est ça. Wow. Puis là, t'es toute scellée, là, moustiquaire intégral, les bras, les mains qui sont scellées, la taille qui est rentrée dans tes pantalons. Puis t'en as comme 20 dans ton moustiquaire que tu vois ici qui buzzent, là. C'est juste qu'une fois qu'ils sont rentrés à l'intérieur, souvent, tout ce qu'ils veulent, c'est s'enfuir, fait qu'ils te gossent moins. Mais le soir, t'enlèves ton chandail, puis dans l'ourlet de ton moustiquaire, t'en as comme 100 mortes, là, tu sais, qui sont là. Fait que ça, c'est vraiment intense. Écoute, je te montrerai des photos de mes avant-bras. Moi, je mesure 6 pieds, mais mes 2 bras font 6 pieds 2. Fait que j'ai tout le temps les manches trop courtes. Fait que, j'avais tout le temps les manches à peu près de même. Puis quand on transportait le canot, j'étais comme ça. Fait que ici, là, j'avais 100 piqûres. Je veux dire, je saignais. Mes manches étaient rouges de sang de piqûres de moustique. Après ça, après une couple de jours, comme tu t'en rends compte, mais ça se gère, puis tu te rends compte qu'il y a des cycles. Des fois, c'est un petit peu moins pire. Quand tu es sur l'eau puis qu'il y a du vent, ça finit par passer. Quand il pleut, il n'y en a plus, tu sais. Fait qu'on prend tout ça. La seule chose que ça prend, c'est le soir, il faut que tu regardes avoir ton heure ou 2 à manger ton repas, puis à juste te calmer un peu. Fait que des fois, il y en a un petit peu moins, puis là, tu te fais un feu de camp, puis tu te mets dans la fumée, puis ça part. Mais sinon, nous, on avait un abri avec des parois de moustiquaires. Okay. Et ça, tu le mets, puis genre, t'en as autant à l'intérieur que t'en as dehors. Là, ça veut juste les empêcher de sortir. Mais il y a un truc qui s'appelle le Thermacell, puis ça, là, c'est de la bombe. C'est un petit appareil il y a un modèle backpacker qui se visse sur une bonbonne de butane propane. Puis ça chauffe un petit tampon anti-moustique. Un peu comme des spirales, c'est juste que ça se sent pas. Ça dure plus longtemps, puis ça marche. Comme, même s'il n'y a pas de vent, si tu es dans un endroit fermé, au bout de 20 minutes, il n'y a plus une moustique. Wow. Mais ça, en ta tente, ça rentre pas. Non. Puis dans ta tente, tu t'assures de juste rentrer vite. Puis là, même si tu fais attention, il y en a comme 30 qui rentrent. Ah, mais ça dormait avec un zzz. Ben, t'es-tu toute. Surtout d'avoir pas une tente trop grosse. Puis je veux dire, t'as pas le choix. Si t'es-tu pas, le lendemain, il va en avoir 4-5 toutes gorgées de sang. Puis là, t'es écrases. Puis ça met plein de sang dans ta tente. Puis c'est dégueulasse.
C'est ça, là. Si tu as vu, là, je pense à mon expédition, dans Toundra, là, il n'y a pas de... Non, il y en a encore, hein? Ah, c'est pire encore, apparemment. Ah oui? Ben, c'est pire. Écoute, ça reste à voir. Moi, je te dirais que dans les tourbières de mousse de la taïga qui est un écosystème de transition entre... C'est une partie de la forêt boréale où est-ce que vraiment c'est plus rabougri, c'est de l'épinette. Je serais curieux de voir entre là, puis mettons... mais écoute, non. Je pense que c'est peut-être juste que dans la toundra, la période est moins longue, là, où est-ce qu'il y en a, parce que la neige puis la débâcle arrive quand même assez tard. Mais quand il y en a, là, ça n'a pas de sens. C'est pour ça que traditionnellement, les nations autochtones vivaient sur le bord de l'eau l'été. Parce qu'il y en a moins. C'est ça. Les Inuits, mettons, de Mastoyache puis du lac Saint-Jean, ils redescendaient sur les berges du lac Saint-Jean, ou encore une fois, sur la côte nord. Ou sur des sites qui étaient comme exposés par les vents. Genre, il y a un grand site sur la rivière Georges au Nunavik qui s'appelle le Mouchonipi, puis ça, c'était un lieu de rencontre l'été. Fait que les gens se mettaient là, mais il n'y a personne qui passait. Tu sais, comme le portage qu'on a fait, comme des caves à la fin juillet, c'est pas une route traditionnelle. Tu sais, fait que c'est le pire moment. En plus, il fait quand même assez chaud, fait que, mais tu es obligé d'être habillé avec tout ton seau. Fait que quand le soleil tape, là, puis que tu as ton canot de 85 livres, puis que ça prend 2 jours, je veux dire, c'est horrible. C'est l'enfer. Puis on se perdait. L'été? Ben là, en fait, c'est plus un... Ben, tu as 2 moyens de transport. Hein. Si tu veux te rendre là, soit que tu y vas l'hiver, c'est rivière gelée. Mais automne, y a-tu moins de moustiques? Ouais, il n'y en a plus. Moi, c'est ce moment-là que je vais aller. Oui, mais là, par contre, les risques, c'est-à-dire que, tu sais, l'automne, là, c'est que ça va vite. T'sais. En juillet, la moyenne, c'est 12 degrés en plein jour. Qui n'est pas tant chaud si la nuit fait... C'est ça. Fait que déjà, à la fin août, là, l'hiver arrive vite. Fait que, tu sais, si, mettons... C'est vrai que septembre, tu sais, mettons, le Mouchonipi, là, le site, il y a des activités traditionnelles qui ont lieu là. Je pense que c'est en septembre. OK. C'est peut-être pas un mauvais moment pour le faire, mais le froid va être quand même... Un défi. Fait que là, déjà, l'été, on est en dry suit complet. Ça, c'est très chaud. Tu sais, comme dans le sud du Québec, tu peux pas avoir un dry suit en juillet, tu vas mourir de chaleur. Nous, presque tous les jours, on est en dry suit intégral en juillet. Fait qu'en septembre, à voir. C'est frais. Puis septembre, après... L'affaire, c'est que nous, on l'a fait, puis la rivière était bien juteuse. Là. Les niveaux étaient comme pas mal hauts. On était comme probablement encore dans les débits de la débâcle. Fait que ça doit baisser peut-être un petit peu en août, mais en septembre, il faut voir, parce que ça se peut que soit qu'il y ait un effet de crue automnale, parce qu'à cause de la pluie, ça, dans les rivières du Sud, il y a tout le temps une petite crue à l'automne. Puis ça, tu ne veux pas nécessairement te ramasser non plus dans les rivières qui sont trop hautes. Ou à l'inverse, peut-être que début septembre, les rivières vont être trop basses, puis là, tu vas gratter, puis tu vas ramasser de la roche partout, puis tu ne pourras pas avancer. Fait que normalement, je pense que les mouches, c'est ça. Ouais. Tabarouette. Ouais. Tu parlais de l'équipement que tu as amené, qui était magique. As-tu d'autres pistes d'équipement que tu aurais voulu apporter que tu n'as pas apporté maintenant? Non, on avait tout ce qu'il fallait. Je pense que la seule affaire qui a manqué, c'est de la bouffe. Moi, j'aurais pris plus de bouffe. Mais moi, probablement, je suis déjà un gros mangeur, puis je sais que j'ai une capacité à manger beaucoup de nourriture, comme pas nécessairement de bonne qualité, mais juste très calorique, puis de le métaboliser, parce que j'ai l'expérience de mes voyages en vélo, où, quand je traversais les États-Unis, là, j'ai mangé plus de burgers que de salade, je te garantis. Là, c'est sûr, mais en même temps, ta dépense énergétique est tellement élevée. C'est ça. Combien de calories tu mangeais par jour en vélo, mettons? Je suis pas capable de l'estimer. Dans le livre, je fais un calcul pour le fun, mais du vélo, c'est quoi? C'est 350 à 750 calories là, par heure. Ben, c'est pour ça que... Quand tu roules 15 heures, c'est 10 000 calories, tu sais. Bouffe sèche ou... Ah, ben en vélo, c'est le gros pot de beurre de pinot sur l'heure du dîner, puis tu manges à cuillère avec des tranches de pain, puis à partir de l'après-midi, c'est... Au début, tu manges des cliffs, tu manges des trucs sucrés, mais ça tombe bien trop sur le cœur. Fait que moi, là, tu sais... C'est niaiseux, là, mais mon petit boost de fin de journée, là, c'était comme un sac de chips puis un Coke, là, parce que c'est full glucides puis de sucre. Puis des chips, quand même, genre des patates. Là. Je suis pas bien fier de ça, mais comme ça marche. Puis souvent, là, je prenais mon petit 5 à 7, là, puis j'étais capable de rouler jusqu'à 8-9 heures. Puis des pâtes. Souvent, si je me faisais de la bouffe au camp, c'est comme des sidekicks. Genre 2-3 sacs de sidekicks avec une canne de thon, puis un fruit au souper, là, quelque chose comme ça. Au Dans dessert. La partie canot? Canot, on était surtout sur de la bouffe déshydratée maison par David. Parce qu'il y a une machine là, qui existe, que tu peux déshydrater ta propre bouffe. Mais moi, en tout cas, pour l'instant, pour des expés qui représentent déjà un gros défi logistique, puis nous, on avait 25 jours de bouffe. Moi, je suis quand même fan d'acheter de la bouffe commerciale parce qu'elle est très bonne. Tu as le nombre de calories qui est écrit dessus.
Si tu la manges dans le sac, tu n'as pas besoin de faire de vaisselle. Fait que ça simplifie beaucoup. Moi, je trouve ça bon. Je veux dire, si tu aimes du craft dinner puis si tu aimes mettons, des sidekicks, là, c'est pas mal ça. Et même meilleur, il y a une compagnie qui s'appelle Apiac, une compagnie québécoise. Apiac, là, ils ont comme de la blanquette de volaille, puis pas de taille, puis toutes sortes de recettes qui sont franchement très bonnes, là. Ça te revient à peu près 10 $ la portion. Fait que c'est pas si grave que ça. Évidemment, c'est pas le même plaisir que de se faire de la nourriture, déshydrater maison. Fait que je pense que il y a une proportion qui est intéressante. Moi, je ferais peut-être plus moitié-moitié pour une prochaine expédition. Puis l'affaire, c'est que la bouffe déshydratée maison, souvent, c'est que tu déshydrates le repas complet. C'est-à-dire que si tu te fais une sauce à spaghette, tu cuisines une sauce à spaghette, puis tu la déshydrates pour enlever l'eau. Donc, pour la manger, il faut que tu la fasses cuire quand même. T'sais, pour la réhydrater, elle a besoin d'être... Fait que déjà, en partant, ça te demande plus de carburant aussi pour la refaire. Si tu utilises ton réchaud, sinon tu le fais sur le feu. Le problème sur le feu, c'est que c'est cochon, puis tu brûles tes vêtements, puis comme tu fais attention, mais comme travailler tout le temps dans le feu, c'est de la job. Bon, après ça, au Nunavik, là, comme le bois dans la taïga, le bois, l'épinette est tellement abondante, l'épinette séchée, que faire des feux, j'ai jamais vu ça. Là, ça prenait une seconde, là, un claquement de doigts, puis tu prends la petite branche, tu mets ton lighter, puis ça part. Donc, c'est très facile d'alimenter des bons feux, puis tu as de la braise après, très rapidement. Donc, je pense que ça dépend du type d'expé que tu veux faire. Si tu veux vraiment comme performer puis faire des grosses distances, nourriture commerciale en sac, regarde un peu pour pas comme faire une overdose de sel, là, parce que c'est très, très salé. En même temps, on en dépense beaucoup durant la journée. Puis c'est même pas assez. T'sais, comme là, je reviens d'une expé dans les Monts Groux qui a duré 11 jours. Moi, j'avais calculé 4000 calories par jour, ce qui est quand même limite. Puis, par exemple, les repas lyophilisés qui ont le plus de calories vont peut-être avoir 700 ou 800 calories la portion. C'est quand même pas tant que ça. Ça faut 5-6, là? Ben, ouais, c'est ça. Ou sinon, ben, tu rajoutes, nous, on rajoutait du beurre dedans ou de la viande déshydratée. Le sucre, comme tout ce qui est dessert et glucides, là, comme le truc le plus calorique là, dans les repas, c'est le déjeuner. Déjeuner de granola avec du lait en poudre puis de la cassonade, tu rajoutes du beurre dedans, là, boum, tu as 1000 calories pour ton déjeuner. Bar Cliff, c'est 250 calories. Mais les autres bars, c'est pas tant. Là. Les bonnes bars, puis il y en a des très bonnes, là, les bars québécoises. C'est 200 des fois, 250. Ben, des fois même pas. Là, les Barnac, on en avait, nous autres, ils étaient partenaires du projet. Puis Barnac, c'était peut-être autour, c'est ça, là, de 175 calories. Aussi Barnac maintenant, sont plus grosses comme 50 grammes. Mais là, ils ont changé. Les nouvelles sont aussi 50 grammes. C'est comme une espèce de petit brownie. Moi, au goût, je préférais les anciennes, par contre. Ah ouais? Ouais. Mais c'est bon, les Barnac. Je trouve que c'est pas bon. Je pense que l'avenir du grillon, là, c'est quelque chose d'important à... Vraiment. Vraiment, parce que c'est tellement... La seule chose, je pense, c'est pas facile de créer ça, parce qu'il y en aurait beaucoup plus que le lait de... le protéine de petit poudre Ben oui, c'est ça qui est partout, là, surtout au Québec. Là. Ah, c'est ça. Mais c'est une super belle compagnie. J'aime beaucoup aussi les produits Exact Nutrition. Ça, on en avait eu pour l'Expéro de Blanche. C'est eux qui font la Pro Crunch puis les fruits cubes. Viennent de changer de branding, super belle compagnie, basée à Montréal. T'as-tu manqué de nourriture? T'as senti que t'avais faim Ah, souvent? vraiment. Ah ouais? Ah ouais, ça a été le seul aspect désagréable de cette expé-là. T'as pas chassé, pêché? On a essayé de pêcher, puis on était trop poche. Ah ouais? Ouais. Fait que ça vous avez rien pêché? On a essayé. Mais t'as pas un poisson? Non. Puis, écoute, on a croisé, comme je te disais, des camps abandonnés. Tu sais, les gens payaient là, 5, 6, 10 000 $ pour aller pêcher là. C'est comme c'est le paradis de la pêche, puis ils sortent des saumons de fou. Là. Écoute, on pognait rien. Fait que c'est vraiment la honte. Premièrement, moi, j'ai jamais été trop intéressé par ça. Je suis pas un... Non, je suis pas un contemplatif. Ou disons, tu sais, je le fais, je suis comme un contemplatif actif. Tu sais, moi, par le vélo longue distance, par toutes sortes d'autres affaires... Mais je suis quand même quelqu'un qui a de la misère à se poser. Puis, tu sais, comme moi, là, juste comme être dans une embarcation dans les mouches puis attendre que ça morde là, en buvant de la bière, là, c'est pas pour moi. Pas pour moi. Après ça, manger des poissons, ça me fait triper. Puis tout ce qui est nourriture qui vient du territoire, ça me fait triper. Puis je me sens vraiment limité par rapport à ça. À un moment donné, il a fallu faire des choix. Puis dans la logistique de cet expé-là, on comptait pas sur la bouffe, sur la nourriture qu'on allait pouvoir pêcher.
Mais on l'espérait beaucoup. Puis quand on commençait à avoir vraiment faim, comme ça aurait tout changé si on pouvait une journée sur deux avoir ramassé un poisson. Puis tu sais, on a essayé quand même. On s'était même fait commanditer des lignes à pêche par une compagnie super cool qui s'appelle Pack It Up. Sylvain Tellier, le président, qui tripe sur notre projet, qui vient nous porter sur mesure des lignes télescopiques. Là, Wow. écoute, on était super bien équipés. Là. Mais écoute, on n'a rien pogné. Puis après ça, l'affaire, c'est que c'est un... c'est que moins tu pognes d'affaires, c'est parce que c'est du temps. Fait que tu as déjà super faim, il te manque de bouffe. Tu vas-tu risquer de passer, mettons, de perdre un après-midi que tu pourras avancer pour aller pêcher? Ou, puis là, si tu pognes rien, là, tu vas être encore plus dans le pétrin parce que on a 25 jours maximum de bouffe. Là. Puis déjà, on rationnait. Fait que c'est tout le temps un peu cet enjeu-là. Puis, tu sais, quand tu es dans un canot qui avance, au milieu d'un lac, c'est pas le meilleur endroit. Puis, quand tu es sur une plage de sable, c'est pas le meilleur endroit. Tu sais, le best, c'est comme souvent sur le bord des décharges, au pied des rapides. On l'a essayé aussi. C'est juste que souvent, quand on était là, ben il était 6 heures le soir. Ton partner est en train de monter le camp puis de faire un feu puis de servir la vraie bouffe. Fait que c'est comme, hey, puis t'es bouffé ben raide par des mouches. Fait qu'on a comme abandonné. Puis, tu sais, c'est ça, l'expé canot a duré 20 jours. Fait qu'à un moment donné, à partir d'un certain point, c'est juste comme, hey, on trace, puis on y va. Là. On roule, ouais. Mais on a essayé, mais en tout cas, ça a été bien frustrant. Puis au 30e jour, la veille, en fait, 2 jours avant l'arrivée, on est tombé sur un camp de prospection minière. Full equip avec du Wi-Fi, puis une cantine. Là. Puis là, j'ai mangé là, comme j'ai jamais mangé dans ma vie. Là. C'était... Qu'est-ce que t'as mangé? Je m'en rappelle, dans le livre, je mets toutes les Ah ouais? Il y avait de la soupe, du café, je mettais de la crème dans mon café, il y avait de la pizza, une salade, des fromages, du yogourt, des muffins, du sirop d'érable, des espressos, des barres de chocolat, tout ça. Puis ils nous ont donné des doggy bags pour partir comme remplis de bouffe. Là. Ouais. Fait que ça a été comme un point tournant dans notre expé. Puis c'est la seule fois, je pense, de ma vie où comme j'ai mangé là, à l'extrême, puis plutôt que crasher puis vouloir ne pas me sentir bien, puis au contraire, j'étais comme tellement énergisé. Là. Puis, ce segment-là, il nous restait encore 2 grosses chutes à portager, plus une section qui s'appelait la gorge du Manitou. Puis, écoute, là, j'étais tellement énergisé par cette affaire-là. Ça fait que j'étais arrivé à Coudjouac, puis j'étais super bien, puis j'étais comme sur une lancée montante et non pas comme... Tu sais, ça n'arrêtait pas d'arriver à Coudjouac, puis juste tout péter, puis en ayant super faim. Là. Quand t'es arrivé à Coudjouac, à quoi t'as pensé? Ben, plus à grand-chose, en fait. C'est que on anticipe beaucoup la fin, mais la joie la plus grande, il faut que tu la vives durant l'expédition. Puis oui, effectivement, quand on arrive, c'est le fun. Après ça, la fin était très sobre parce qu'il y avait personne qui nous attendait là-bas. La communauté Inuit sont habitués de voir des Blancs qui arrivent une fois de temps en temps, puis qui font du kite, puis qui font toutes sortes d'affaires, puis les autres, ils regardent ça un peu en se disant comme... On avait beau dire aux gens qu'on venait de Montréal, pour eux, c'était comme, waf, tu sais, à un moment donné, whatever. Là. Ah ouais. Fait qu'on était accueillis chez quelqu'un qui travaille là depuis quelques années. On a eu quelques bons repas, puis comme sa maison était super bien, c'était comme une petite ambiance, un peu de condo moderne, puis tu sais, comme faire des grandes nuits de sommeil, prendre une douche, tu sais, comme t'imagines. Mais c'était ça. C'était comme, à un moment donné, le gros de l'aventure se passe pendant. Quand ça s'est passé avec David tout le long du parcours? C'est super bien. Ça a été un excellent complément. Je pense que c'est ça le mot, c'est la complémentarité. Chacun, on avait nos forces, nos faiblesses. Moi, je suis un petit peu plus téméraire, je suis un peu plus du genre à dire comme on y va, on fait ce gros rapide-là. David, il est plus du genre à comme vouloir donner une deuxième pensée à ça. Des fois, hésiter un petit peu avant d'y aller. Puis ça faisait en sorte que je pense qu'on s'est évité probablement certains accidents à cause de ça. David, il s'est blessé aussi à un moment donné dans un accident à la cordelle. En fait, quand on ne portage pas, l'autre chose qu'on peut faire, c'est juste déplacer le canot en le tenant par les cordes. Okay. Puis c'est facile, mais c'est délicat, en fait. On peut faire des erreurs. Puis comme de fait, on a mal aligné le canot à un moment donné, puis le canot est parti. Puis ça a comme tiré David dans le rapide. Puis ça a serré sa main, fait que c'est vraiment comme écorché une main. Oh. Mais malgré tout, il a été super résilient. Tu sais, comme... Ah non, c'est vraiment très, très bien entendu. David, il prenait plus de photos durant l'expé. David, il documentait même plus que moi, en fait. Lui, il nous a enregistrés à 3 occasions. Puis c'est drôle parce que moi, dans ce temps-là, là, je pensais pas du tout écrire un livre là-dessus. T'sais. C'est vraiment 6 mois après j'ai dit comme, ah non, je pense que il faut que je revienne là. T'sais. Puis je parlais tout à l'heure comme, le plus fort, c'est quand tu le vis, mais c'est aussi par l'écriture. Pour moi, ça a été comme un espèce de redoublement de l'aventure.
que j'ai vécu, puis qui, pour moi, était presque aussi fort que l'aventure elle-même. Parce que tu as vu, Normand, lui, a écrit son livre pendant qu'il faisait ses traversées Ah, des ouais. 5 continents. Ouais, ça, j'ai demandé. Je pensais que tu avais écrit pendant aussi, parce que tu as un blog sur ton site web. Tu écris quand même des choses de temps en temps. C'est de là que vient l'idée de faire un livre? Ben, j'ai toujours aimé un peu écrire OK. ou même beaucoup, mais depuis quelques années, ça avait beaucoup disparu. Puis même la lecture, ça avait disparu dans ma vie, tu sais. Puis ce qui a été un peu l'initiateur de ça, c'est vraiment la seule chose que je me suis dit à coup de joie, c'est que je voulais, puis que j'anticipais, puis que j'avais envie de vivre, c'était de prendre le temps le matin de lire. Puis depuis des années, moi, je souffrais un peu de ça. Depuis que j'avais un téléphone intelligent, j'avais tout perdu mes habitudes de lecteur, alors que quand j'étais jeune, j'avais lu presque tout Zola, j'avais lu comme vraiment des quantités de livres à n'en plus finir, puis ça a comme vraiment disparu quand j'ai eu mon téléphone intelligent, ou presque, là, comme je lisais beaucoup moins de livres. Là. Tu sais, je mentionnais que tout à l'heure, je lisais des livres, mettons, plus faciles, ou des livres d'aventure, ce genre d'affaires-là, mais tu sais, comme, plus, mettons, l'aspect littéraire, ça avait beaucoup diminué. Puis, à coup de joie, c'est vraiment la chose que je me suis dit, non, je vais prendre le temps de lire, puis c'est resté encore. Puis, évidemment, plus on lit, plus ça donne envie. Puis, en mars de l'année d'après, je suis allé dans un chalet 8 jours, puis je voulais juste passer 8 jours tout seul dans un chalet, possiblement pour écrire, mais je ne savais même pas si j'écrirais plus de la poésie ou un récit d'aventure. Puis dans la première journée, je me suis levé, j'ai commencé à écrire le jour 10 de l'expé. J'ai commencé par la moitié, en fait. J'ai lu la partie canot. Puis écoute, ça a parti, puis j'y ai vraiment, vraiment pris goût. Mais tout a été écrit presque de mémoire, parce que les notes que j'écrivais n'étaient pas très bonnes, en fait. J'ai appris à prendre des notes. Tu sais, dans le fond, les émotions, on les vit, puis on les enregistre, puis on est capable de s'en rappeler quand on se met dans le bon contexte, mais ça prend les infos plus techniques ou précises. Donc, par exemple, la météo qu'il faisait, à quelle heure on était là, ce genre d'informations-là. Mais tout ce qui est, par exemple, mettons, créer de l'émotion, créer une perspective par rapport à ce qu'on a vécu, selon moi, c'est le temps qui permet de faire ça. Fait que, je pense qu'une fois qu'on a laissé ça en plan pendant 6 mois, quand on s'assoit et qu'on y repense, c'est là que souvent on voit le chemin qui a été parcouru, puis que là, je trouve on peut créer un petit peu plus de sens, puis que l'exercice devient plus fun. Je trouve que d'écrire dans l'immédiat, en tout cas, c'est un autre type d'écriture qui peut être intéressant. Mais pour moi, ça a été plus plaisant de le faire comme ça. Puis même encore aujourd'hui, je prends des notes, mais le plus important pour moi, c'est de prendre la photo coûte que coûte. Pas nécessairement de la si bonne photo, mais à tout le moins parce que la photo, il y a 2 informations super importantes. Bien, 3. Premièrement, il y a le sujet de la photo. Tu veux te rappeler de quelque chose. Puis des fois, des téléphones, ça prend des très bonnes photos. Là, moi, la plupart des photos que j'utilise sur mon site sont prises avec mon téléphone. Ça, c'est la première info. La deuxième, c'est que tu as la géolocalisation. Fait que tu le sais sur Google Maps où est-ce que tu as pris ta photo. Puis troisième, tu sais l'heure où tu l'as pris. Fait que là, moi, par exemple, souvent dans mon livre, je donne des infos plus par rapport à ça. Ou des fois, même, je ne le mentionne pas, mais ça me permet de me reconstruire vraiment le fil des journées. Puis de dire comme, tu sais, ce lac-là nous a pris 3 heures à faire parce que j'ai pris une photo à l'entrée puis j'ai pris une photo à la sortie. Fait que c'est vraiment intéressant, comme c'est beaucoup plus ça que j'utilise. Puis la cartographie. Parce que quand je regarde les cartes à nouveau, là, je me rappelle très bien, en fait, par où on est passé. Puis là, je peux essayer comme de reconstruire des anecdotes qu'on a vécues. Puis, pourquoi choisir l'expédition de Trans-Taiga au lieu de choisir, mettons, le mont que tu as fait ou dans les Alpes, peu importe? Pourquoi celle-là en tant que telle? Bien, c'est un bon sujet quand même, étant donné la visibilité de l'expédition puis l'expérience que j'avais vécue, puis la qualité de l'expérience aussi, là, qui était tellement forte que j'avais comme j'avais envie de le faire. Je pense qu'aussi pour les expés, auparavant, j'étais un peu insatisfait des réponses que je donnais puis de comment je parlais de ces projets-là. C'est que souvent, les gens nous amènent dans certaines directions, c'est-à-dire que, tu sais, évidemment, j'ai beaucoup fait valoir la difficulté de mes voyages, comme la traversée des États-Unis, où est-ce que je parlais tout le temps de la pluie et compagnie, mais je sais que pour moi, c'était comme plus profond puis qu'il y avait une profondeur qui était derrière ça. L'expé Trans-Taiga, pour moi, ça a été comme la note parfaite à tous les égards, et pour la planification, et pour ma préparation physique, et pour la performance physique. Tu sais, comme la partie vélo, ça a été mon plus beau stretch de vélo que j'ai jamais fait de ma vie. Pas juste en termes de beauté de paysage, là. Tu sais, je te dirais que le Nevada puis l'Utah, ça torche quand même, là. Ouais. Mais tu sais, il y a une beauté du nord québécois quand même qui m'émeut énormément. Mais en termes de performance physique, là, j'étais pas fatigué. Tu sais, je pense que j'aurais pu rouler 400 km par jour. Ça n'avait pas de sens. C'était comme sans fin.
Vraiment, j'avais fait une super préparation physique. C'était la première fois que j'avais fait comme vraiment solide du spinning avant de faire un expé de vélo. Là. Mais ça, c'était quoi ta préparation physique? Ouais. Mais je travaillais pas mal avec un entraîneur qui s'appelle Gabriel Aimé Girard-Audet, que tu connais peut-être, qui maintenant est dans le temps, il y avait une compagnie qui s'appelait Kinactif. Okay. Un genre de setup qui ressemble un peu à ici. Okay. Et puis, c'était pas mal gros à un moment donné. Il y avait des cours de cross-training, puis ça, j'en faisais régulièrement. OK. Puis il m'avait suivi pas mal avec Training Peaks, fait qu'on regardait, mais c'était très libre. Puis moi, j'étais allé avec une approche qui était moins, qui était plus intuitive, mais comme juste sur un volume d'activité puis de la variété. Donc, c'est un mélange de... Je faisais pas mal d'escalade dans ce temps-là, cross-training, course à pied, spinning, sortie de vélo, yoga. 6 jours par semaine d'activité physique qui me tente. Fait que rien de trop extrême, mais juste soutenu, régulier. Puis, écoute, la première sortie de vélo que j'ai faite au printemps, j'ai roulé 230 km, puis j'étais comme frais comme une rose. Là. Wow! Après ça, on était allé à Salut Bonjour une semaine avant l'expé, puis j'étais allé en bike, puis j'étais tellement en forme que j'étais comme, OK, je me suis racheté du kilométrage, j'ai fait 330 km pour aller à Québec. Puis, écoute, je suis arrivé là-bas, là, top shape, puis le lendemain matin, à 7 h, j'étais à Salut Bonjour, là, tu sais. Fait que, non, ça avait vraiment marché, là, comme entraînement. C'est ça, là, il faut que je prenne le temps de réaliser que des fois, ce que je fais, des fois, mon entourage, c'est pas des gens actifs tant que ça, tu sais. C'est beaucoup du monde artistique, des humoristes, des chanteurs, peu importe. Fait que c'est pas des gens qui se dépassent physiquement beaucoup, à part quand j'ai pousse à le faire avec moi, tu sais. Ouais. Puis des fois, je me sens un peu comme... pas comme un king, mais je suis comme, OK, aujourd'hui, là, c'est ça, on va faire genre, je sais pas moi, 20 km de hike. Let's go. Ouais. Puis je suis comme, mais tu sais, c'est pas beaucoup. Puis là, je réalise que si tu fais Montréal-Québec en une journée, avec 308 km, c'est que je me retiens de pouvoir pousser plus. Ben oui. Ben c'est beaucoup dans la tête. T'sais, je pense que il y a tellement d'histoires de personnes qui sont des couch potatoes, puis qui fument, puis qui font des Ironman. Je vous l'ai dit, si eux autres sont capables, des gens, toi, tu travailles dans l'activité physique, là, comme, c'est sûr que tu as un bon gabarit physique. En partant, tu as une longueur d'avance. Ben oui, c'est sûr. Après ça, probablement que tu n'auras jamais cette espèce de pulsion-là de me dire comme, OK, je vais mourir, je suis pas en forme, puis comme, je vaux de la merde physiquement. Puis ça, des fois, puis moi aussi, en fait, je n'ai jamais senti vraiment besoin de pousser cette limite-là. Par exemple, de dire comme, non, je ne vais pas rouler 260 km par jour, je vais en rouler 500. Parce qu'en quelque part, je pense que je sais que je suis capable. Je pense que je sais que j'ai le gabarit physique, puis que quand je m'entraîne, j'ai couru 3 marathons, dont 2 à 3h02, qui est c'est pas un temps exceptionnel, mais c'est un bon temps avec la préparation que j'avais faite. Fait que moi, à 35 ans aujourd'hui, je ne sens pas non plus le besoin, l'éveil de la fin quarantaine, de me dire comme je vais aller faire des Ironman, puis comme je vais changer ma vie. Je veux juste comme être en forme puis me sentir bien. Puis utiliser cette force-là pour aller dans le territoire, puis comme pour moi, il y a plus d'aspects, il y a plus d'enrobage autour de la chair, comme autour de l'os, en allant là, parce qu'il y a vraiment une dimension supplémentaire qui s'ajoute versus juste se pousser. Ceci dit, moi, je pense que ça montre à quel point c'est un peu, nos limites qu'on se construit, puis des fois aussi, c'est en se comparant. Moi, quand j'ai traversé le Canada, mon expérience de vélo de longue distance, j'avais essayé à un moment donné de monter au chalet parce que mon père l'avait fait quand il était jeune, genre 2 ou 3 fois. C'est 115 km. Puis genre, au cégep avec ma soeur, j'avais essayé de le faire. J'avais eu tellement mal au dos puis au cou que genre à 80 km, j'avais arrêté. Puis j'étais un peu resté comme en me disant que le vélo, c'est pas pour moi. Puis quelques années après, ça m'était comme resté. Puis j'avais fait beaucoup de vélo dans mon commute en ville. Puis là, cet été-là, je m'étais dit, hey, coûte que coûte, il faut que j'aille au chalet en vélo. Puis là, genre, j'avais amené des Tylenol. Puis j'étais comme, ça va pas bien, là. Tu sais, comme, je m'en fous, mais je le fais. Ouais. Mais là, j'étais comme assez entraîné. Puis là, je l'ai fait comme rien. Puis cet été-là, à la fin de l'été, j'ai fait un 170. Puis là, j'étais comme, je vais aller voir, tu sais, c'est quoi la... Puis des fois, juste essayer d'aller pousser comme, peux-tu y aller, c'est bien rare qu'on n'y arrive pas. C'est vrai. Puis tu sais, si t'es capable de faire 100 km de vélo, t'es capable d'en faire 200. Si t'es capable d'en faire 200, moi, je pense pas en faire 400, and so on. Là. Combien de temps Montréal-Québec en vélo, mettons, ça t'a pris? Ben là, en plus, ce shot-là, c'était pas... je passais par Shawinigan, là, tu sais. J'ai ajouté du kilométrage. Ah oui, OK. Ouais. Non, parce que c'était... Tu sais, Montréal-Québec, c'est 250, mais là, j'en ai fait 330. Mais j'ai ajouté un 80 km en passant par Shawinigan. En une journée? En une journée à, mettons, 28 km/h, quelque chose comme ça. Fait que... veux pas, c'est quand même plus de 10 heures de vélo, mais tu sais, je pars à 6 heures le matin, puis je suis arrivé, mettons, à... Samuel, ouais. Je te promets que cet été...
je te tag sur Instagram. Je vais avoir fait Montréal, Québec en vélo. Yeah. Peut-être pas par Shawinigan, là. Ouais. Ah non, c'était quoi, je peux pas. Moi, je passe par Shawinigan. Je sais que si je roule puis que je vois sortie Shawinigan, je vais faire... Je vais m'en vouloir de ne pas l'avoir fait. Je vais le faire. Ça prendra 18 heures, chum. 20 heures, je vais le faire. Ben, au pire, fais-le, arrête dans un hôtel. Non, OK. Je connais pas. Non, moi, y aller big. Moi, y aller, ça prendra 26 heures de vélo. Je m'en crisse. Je vais pas dormir. Parfait. Je vais prendre des pauses, beurre de peanut, cossin. Exact. Je vais aller jusqu'à Québec. Tim Hortons, ça se fait super bien. C'est le chemin du roi, c'est la 138. Puis regarde, c'est magnifique. Là, puis c'est comme le classique pour moi de vélo. Puis je trouve que c'est quand même une distance qui est symbolique. T'sais. Moi, j'ai souvent fait Montréal-Québec parce que c'est Montréal-Québec, puis c'est comme c'est le berceau de notre civilisation québécoise. Là, on va faire ça. Ouais. Si j'oublie, tu me tagueras cet Parfait, c'est bon. Avant, j'oublie, j'avais d'autres questions à te poser parce que là, on est rendu bientôt à la fin, puis je veux pas oublier quelque chose de super important que j'avais à te poser. Oui, alpinisme. Je veux qu'on en parle, une petite affaire. Mm-hmm. D'où vient l'idée de vouloir monter en alpinisme, puis qu'est-ce qui te pousse à vouloir grimper aussi haut? Ben, il y a quand même un lien entre la traversée du Québec jusqu'à Coudjouac puis l'alpinisme, parce que c'est un environnement qui est nordique. La nordicité, en fait, c'est tout ce qui est du rapport au froid, au monde qui est lié à tout le rapport au froid puis à la thermie. Là. Et donc, moi, déjà en partant, en termes de bien me sentir puis d'avoir un caractère spécial, la montagne, il y a toujours quelque chose qui m'appelle. Évidemment, c'est un peu comme l'aventure ultime, là, de monter une montagne, puis certains diront les conquérants de l'inutile. Là. Michael va dire de l'impossible, mais bon, c'est conquérant de l'inutile. Ça sert à rien de monter en haut d'une montagne. C'est juste esthétique, c'est juste beau, mais c'est vraiment le fun. C'est vraiment le fun, puis j'ai appris aussi c'était quoi de l'alpinisme. Tu sais, comme on regarde beaucoup que l'alpinisme, c'est comme aller monter l'Everest. Puis moi, j'ai toujours une réaction un peu épidermique avec ça, là, par rapport à l'Everest. Parce que tu l'as monté comment, l'Everest? Tu l'as monté avec support d'oxygène, tu l'as monté avec des guides, puis comme c'est malade, là, comme j'ai vraiment du respect pour ceux qui font ça. Puis si j'ai l'occasion de le faire à un moment donné, je vais le faire aussi. Mais comme en général, c'est pas un aboutissement. L'alpinisme, c'est vraiment les moyens par lesquels tu montes, puisque quand tu es rendu en haut, il te reste juste à redescendre. Comme tu fais pas juste ça pour être en haut. Fait qu'il faut que tu tripes sa montée. Puis il y a plein de techniques. En fait, c'est quoi de l'alpinisme? Il y a plusieurs définitions, mais en général, c'est une ascension qui nécessite des manœuvres techniques, donc encordement, crampons, piolet. En général, du moment que tu as ça, c'est de l'alpinisme. À l'opposé de, mettons... il y a certaines montagnes très, très hautes qui tu peux faire juste à pied, c'est un hike. Mais bon, du moment que tu commences à utiliser tes mains puis que tu fais du scrambling, tu n'es comme pas trop loin, mais normalement, c'est que ça demande l'utilisation de manœuvres techniques. Puis moi, ce que je trouve le fun puis que j'ai découvert dans l'alpinisme, c'est entre les grosses montagnes comme marquantes comme le Chimborazo, par exemple. Je suis fier d'avoir monté le Chimborazo, notamment parce que je n'ai pas ressenti l'altitude sur une montagne de 6200 mètres, alors qu'il y a des gens qui peuvent même mourir à cette hauteur-là. Ouais. Je l'ai à peu près pas senti, fait que c'est sûr que ça me donne envie d'aller voir plus haut puis plus loin. Mais le Chimborazo, c'est comme une montagne un peu plate, entre guillemets. C'est un gros glacier sur un volcan. Il y a peu de manœuvres techniques, puis tu fais juste monter un slope sans arrêt en zigzagant. À l'inverse, j'ai monté des trucs un petit peu off-radar dans l'ouest là, qui étaient tellement tripantes. C'est vraiment... c'est comme un Fort Boyard grandeur nature. Là. Tu te promènes... tu utilises plein de gear, puis il y a comme un petit côté petit gars aussi d'avoir plein de matériel. Moi, j'ai fait un truc qui s'appelle Forbidden Traverse dans les North Cascades, puis ça demande... tu as une grosse marche d'approche pour remonter de la vallée. Après ça, tu embarques sur le glacier, tu as de l'escalade en dry tooling, tu as de l'escalade alpine, tu as de la descente en rappel sur le glacier, tu franchis des rimailles, toutes sortes d'affaires. C'est comme... Il y a plein d'aspects qui sont là, puis tu es tout le temps en train d'essayer de trouver ton chemin. C'est un parcours. Tu dors sa montagne, tu n'as pas beaucoup de stock, c'est super intense. Fait que vraiment, cet aspect-là, je l'aime beaucoup. Mais c'est dur, puis tu le perds facilement, puis ça coûte cher, puis de l'alpinisme, on peut moins en faire au Québec. Puis encore une fois, je reviens à ce que je disais, je suis pas comme intéressé par l'adrénaline pure. Fait que oui, il y a de la belle escalade à faire au Québec, comme très technique et soutenue. Ça, j'en fais, mais comme par cycle.
Mais je ne suis pas quelqu'un qui va, mettons, juste vouloir aller faire comme, tu sais, dans des crags, aller faire des cotations super, super difficiles. Fait que j'aime faire de l'escalade parce que ça m'apprend les techniques puis ça me donne l'habileté pour aller grimper des trucs. Mais moi, ce que j'aime, c'est faire grimper des trucs faciles, mais sur des longues courses, puis la rencontre brute avec la nature, là. Wow. Qu'est-ce qui s'en vient d'autre pour toi? Ben là, il y a tout le démarchage pour le livre. Donc, j'ai envie quand même que ce livre-là ait une vie en soi. Ensuite, en termes de grand XP, j'étais un peu pris avec la COVID parce que les endroits où je voudrais aller ne sont pas accessibles, notamment le Nunavik. Pourrait l'être. Il y a certaines permissions qui commencent à être données ou qui ont été données. Mais disons qu'à court terme, là, je ne pense pas pour l'été prochain refaire une expédition, par exemple, au Nunavik. Okay. Mais j'aimerais beaucoup, au moins pour l'été prochain, faire une expé qui implique de nouveau vélo et canot dans le cadre d'une même expédition. Ça regarde assez bien. Sinon, à moyen terme, ce serait un projet à la fois littéraire et d'aventure, où est-ce que je voudrais partir un peu sur les traces de l'explorateur Louis Joliet, qui est un des premiers grands explorateurs de la Nouvelle-France, qui était à la fois un musicien et un aventurier, puis quelqu'un qui, bon, c'est le découvreur. Comme toi, dans le fond, là. Ouais, il est le découvreur du Mississippi. C'est le premier organiste de la ville de Québec. Il a fait Tadoussac à la baie James en canot, puis la côte du Labrador. Donc, en fait, ça, c'est possiblement un voyage que j'aimerais faire, peut-être avec une dimension plus traditionnelle, puis rencontre avec les communautés autochtones le long du chemin. Donc, de faire Tadoussac à la baie James, qui serait quand même quelques milliers de kilomètres, mais en arrêtant dans les villages et tout. Puis, tu sais, comme quand même, il faut remonter le Saguenay, il faut traverser le lac Saint-Jean, il faut remonter vers le lac Mistassini, puis descendre la Rupert, avec une grosse expé. Puis un peu à la recherche des traces de Louis Joliette et des communautés qu'il a franchies, puis un peu imbriqué à une trame plus personnelle. Donc, c'est ça, un projet qui me mènerait à un projet d'écriture. Alors, je dirais à moyen terme, je suis très intéressé par ça. Est-ce que tu le ferais seul? Non, en groupe. En groupe? En groupe, puis même, j'aimerais peut-être faire participer des Inuits à ce projet-là. Wow! Oui, parce que je pense qu'on est un peu dans toute ma démarche par rapport au territoire. Je pense qu'on a beaucoup à faire avec les communautés autochtones. Et beaucoup les communautés nordiques dans mon cas, parce que c'est là que. Mais les jeunes caribous, c'est ce qu'ils font, non? Oui, exactement. Ils font beaucoup d'expéditions, ils sortent. Oui. Ça met quand même l'activité physique en valeur dans les communautés parce que, en ce moment, il y a comme des gros problèmes de santé également. Fait que je pense que c'est comme une bonne idée. Là. En temps de COVID, par contre, c'était pas l'idéal maintenant, là, mais à moyen terme, je pense que c'est très réalisable. Samuel, j'ai plein d'autres questions à te poser, sauf que là, maintenant, il faut clore le truc. Je vais te parler de la route blanche, je vais te parler de plein de trucs, j'ai pas le temps de parler, mais ce serait pour un autre podcast. Exactement. Fait que je me permets, écoutez, la petite promo. Oui, vas-y, c'est important. Disponible partout. En fait, on peut le commander Renaud-Bré, Archambault, chez libraire.ca, les libraires indépendants. Donc, livre dont je suis pas mal fier, La quête du retour, exactement. J'ai bien hâte. Voilà. Il reste 5 questions à te poser. Parfait. Première des questions, quand tu es stressé, anxieux, qu'est-ce que tu fais? Ben, c'est drôle parce que là, je suis dans une passe comme ça. Je suis en post-expédition, puis je suis quand même... je fight ça. Moi, les retours d'expédition sont quand même difficiles. Parce que le retour à normal est plate ou... Bien, il y a un ensemble de choses. Si on est habitué de défoncer des 4000 calories par jour, fait qu'on a tendance à vouloir faire ça. Moi, je suis quand même assez affecté par Écoute, j'ai de l'air de... Je fais pas super attention à mon alimentation, mais si j'abuse à un moment donné, tu sais, comme là, moi, depuis que je suis parti des Monts-Groux, j'en ai mangé du resto, là, du poulet frit, toutes sortes d'affaires. Ah ouais? J'adore ça, puis tu sais, comme ça me pose pas de problème de santé, en tout cas à mon âge, là, mais ça joue sur l'humeur. Pour moi, c'est quand même un dépresseur. Là, puis le mix de boire trop de café puis boire une coupe de bière, à un moment donné, c'est comme ça me rattrape. Puis, en tout cas, les bonnes récupérations que j'ai faites post-expi, c'est récupération active, activité physique modérée, mais il faut en faire parce que sinon, je trouve que même si mon corps a vraiment besoin de se reposer, à la limite, juste prendre une grosse marche, là, mais tu sais, jogging léger, yoga, mais il faut, tu sais, pour moi, c'est la seule manière de passer à travers. Sinon, ça peut être vraiment long. Mon retour des États-Unis, là, je dirais que ça m'a pris 6 mois là, avant de vraiment, comme, tu sais, revenir à la normale. Là. Peut-être pas 6 mois, mais je te dirais un 2-3 mois là, comme solide là, de déprime là, par la suite. Puis ça, c'est quelque chose que j'ai entendu chez d'autres aventuriers. Martin Trahan aussi en a souvent parlé, tu sais, comme presque dépression après son expé de 6 mois. Là. Donc, il faut faire attention quand même au retour parce qu'on vit tellement les grandes choses, puis quand on revient, bien, on est en déficit d'adrénaline. C'est ça. Fait que... C'est fou parce que j'ai eu mon ami Mariana Mazza qui est venue au podcast, puis elle me parlait qu'elle avait le même feeling après ses shows. Ben c'est ça. Ouais. C'est trop
Trop de rush, trop d'adrénaline. Mais moi, j'ai déjà ça parce que le livre, il est fini. Comme j'ai juste à en faire la promo, puis déjà, je sens qu'il y a ça. Fait que c'est d'être super indulgent. Puis pas non plus tomber dans l'excès. Il y en a qui vont pitcher ça ailleurs. Mettons, comme je pense que quand tu es fatigué, c'est pas une bonne idée de trop se pousser physiquement. C'est juste pas le moment. Fait qu'on se repose. Activité très modérée, si possible, comme du yoga ou juste vraiment keep it simple, mais en faire un petit peu parce que sinon, ça repart pas tout ça. Ou c'est long avant que ça reparte tout ça. Ouais. OK. Deuxième question. C'est un livre. Je veux dire un livre, j'aurais dit un film aussi, mais je pense que c'est un livre que tu me donnes. Mais un livre ou un film que tu peux visionner ou lire sans arrêt. Mais je relis peu les mêmes livres et je pense que je gagnerais à le faire davantage. Mais probablement le livre que j'ai ressorti le plus de ma bibliothèque récemment, c'est... en fait, c'est les 3 recueils de Joséphine Bacon de poésie. Je trouve que ça se lit, écoute, c'est d'une simplicité, mais d'une authenticité hallucinante. Puis moi, par rapport à mon intérêt du Nord, je trouve que je peux relire Joséphine Bacon vraiment très, très fréquemment. Donc, définitivement, oui, ça serait ça. J'ai beaucoup pensé à la question en me disant comme si je partais sur une île déserte, est-ce que j'amènerais ça? Je pense pas. Je pense que j'amènerais un gros livre, là, avec beaucoup de vocabulaire, puis tu sais, comme qui est un petit peu plus nourrissant. Là. Mais je trouve que quand même la poésie, c'est intéressant à relire, à se laisser habiter. C'est pas, la poésie, c'est pas pour tout le monde, mais je pense que celle de Joséphine Bacon est pas mal pour tout le monde, là, comme c'est vraiment un petit bijou. Donc, ouais, ça serait ça. Ton livre, quand tu l'as écrit, est-ce que tu as eu du mal à remettre sur papier ce que tu as ressenti? Est-ce que tu sens que tu as manqué de vocabulaire? Qu'est-ce qui était comme le plus dur dans Pas grand-chose. Moi, ça a été très naturel. Au contraire, je pense que je l'ai gardé très simple. C'est sûr que faire de l'écriture de récit, c'était plus simple que de faire, mettons, d'en faire un essai littéraire. Comme il y a certains moments où il y a une certaine influence de l'essai où est-ce que je vais exprimer certaines idées, il va y avoir des capsules historiques, je vais décrire comme un peu ma démarche, bon, tout ça. Mais dans l'ensemble, pour moi, c'est juste du gâteau, en fait, de raconter des événements qui ont été vécus. Donc, j'ai jamais bloqué. Mais moi, je faisais juste me donner un beat de 9 à 5 tous les jours. Ben pas tous les jours, mais tous les jours d'écriture que je faisais. Fait que c'était par tranche, souvent. Je faisais des 2-3 jours, jusqu'à 8 jours consécutifs. Ça m'a pris 60 jours d'écriture, plus à peu près une vingtaine de révisions, plus après ça... Je ne pourrais pas le nommer, les révisions linguistiques et compagnie, mais ça n'a pas été très long. Là. Le gros chunk, c'est vraiment les 60 jours. 60 jours, c'est quand même... C'est rapide. Combien de pages, ton livre? 300 pages, 85 000 mots. Fait que c'était à peu près 2 000 mots par jour que j'écrivais. C'est quand même très bien. Ouais. Pour un premier livre. T'as-tu en tête d'écrire d'autres livres? Oui, bien, comme je disais, celui sur Joliette, là, ouais, ça serait ça. Ah non, c'est sûr que j'ai pris... Serais-tu intéressé à écrire des essais? Peut-être pas essai. Là, il y a peut-être un peu écriture journalistique. Là, j'ai commencé à collaborer avec la revue Espace. J'ai publié un texte sur la Route Blanche. Puis j'ai beaucoup aimé ça. Je vais probablement en écrire un bientôt sur les Wapishka. Donc oui, ça, clairement, je vais poursuivre un peu dans cette veine-là. C'est vraiment mon médium, là, l'écriture, plus que la photo ou la vidéo. Là. Tu es un homme qui utilise plein d'instruments, autant au niveau de la musique que je vais te parler, mais on en parlera dans un autre podcast, mais que l'écriture, que l'aventure, que le design graphique. C'est très cool. L'autre question, si tu as un podcast, puis tu veux inspirer les gens, qui t'invitent? Ben mettons... Écoute, un des premiers, je pensais, mettons, en termes de gens performants puis admirables qu'on entend peu. Bon... Des fois, c'est pas nécessairement eux qui ont le discours le plus intéressant parce qu'ils sont trop dedans, mais je trouve qu'on parle plus des Olympiens. Puis, présentement, dans une passe de sport un peu, on va dans des trucs plus extrêmes, puis on va plus comme favoriser le persona de la personne ordinaire qui fait des choses extraordinaires. Puis, comme je pense qu'on en entend beaucoup, puis peut-être un peu pour ça, si j'avais un podcast, j'aimerais ça retourner vers là. Mais, pour moi, nos Olympiens, c'est nos dieux, là, dans le sens où est-ce que, je trouve quelque chose qui me frappe. En même temps, l'olympisme est tellement terni présentement pour toutes sortes de raisons. Mais, le sport olympique, ça sert à rien, autre que la symbolique, là, dans le sens où est-ce que, un champion du monde ou un médaillé olympique de skeleton, c'est du skeleton, c'est pas... c'est pas un sport que les gens pratiquent, mais en même temps, justement, c'est pour ça, je trouve qu'il y a quelque chose qui frappe vraiment mon imaginaire. Puis il y a un film qui est sorti juste avant le confinement, qui est Nadia Butterfly. C'est vraiment bon. C'est vraiment bon à regarder. Sur ça, sur une nageuse. En fait, puis en plus, ils ont pris comme comédienne une vraie nageuse qui est... zut, le nom m'échappe.
En tout cas, vous irez googler ça. Mais ouais, les Olympiens, je trouve ça vraiment intéressant. Les poètes, je trouve que, encore une fois, par rapport aux personas de performance et tout, je trouve qu'on en a besoin, mais des fois, on a aussi besoin d'indulgence, puis on a besoin de poésie, puis on a besoin de flou, on a besoin de beauté et compagnie. Puis je trouve que les poètes, d'ailleurs, la poésie est quand même pas mal à la mode présentement, là, ça revient beaucoup. Ça revient un petit peu. Donc, puis des fois par l'entremise, mettons, de personnages comme David Goudreau et compagnie. Mais je pense que dans le quotidien, ça revient de plus en plus. Fait que je trouve ça intéressant d'interviewer ces gens-là. Puis les autres acquis aussi, moi, qui me fascinent, puis que je suis super admiratif, puis en même temps que je me sens presque redevable, étant donné ce que la société leur a fait, c'est les nations autochtones. Absolument. J'adore les Inuits, tout ce qui est nation nordique, mais particulièrement les Inuits. Moi, j'aime. Puis il y en a des super inspirants qui n'ont juste pas de porte-voix parfois. Donc, voilà. Cool. Si tu avais à peindre sur une toile le bonheur, qu'est-ce qu'on verrait? Une épinette noire. Un épinette noire. Ouais. Je trouve que c'est vraiment notre arbre emblématique. Là, puis ça, c'est pas moi qui le dis, là, c'est Serge Bouchard. Mais une épinette noire, je trouve que c'est un peu le... Certains diront peut-être un peu... Ça va peut-être sonner un peu conservateur ou réactionnaire, mais je trouve que c'est un peu le symbole de notre résilience, de notre patience, en même temps de notre occupation tranquille du territoire. Je trouve que l'épinette noire, c'est un arbre magnifique. Puis c'est l'arbre qu'on retrouve le plus sur le territoire québécois. Nous autres, c'est pas... oui, il y a les rames, mais je trouve que celui qui nous représente le plus, puis qui pour moi, le plus... qui représente le plus de sérénité, c'est l'épinette. Très beau. Dernière question. Si tu as 60 secondes pour parler à la Terre entière, qu'est-ce qu'on entend de Samuel? Eh boy, mais ça dépend. Il y a plein de contextes sous-jacents à ça, là, mais disons que si j'avais un message à passer, c'est sûr que là, c'est tout par rapport à la crise climatique puis environnementale. Là, je pense que la COVID, c'est une répétition générale pour ça. Là, fait que oui, effectivement, je pense que moi, ça serait ça mon petit message à passer, sachant que, concrètement, si j'ai 60 secondes, les gens vont peut-être faire « Ah, il parle encore de ça », mais je pense que oui, c'est ça, puis il va falloir en parler, puis c'est là qu'on est. On n'a pas fini d'en parler, là. Non, c'est ça. On commence à en parler. Ouais. Mais je pense qu'un gars comme toi qui est aventurier, d'aller à la rencontre du territoire, c'est important parce que tu vois des choses, tu vois à quel point c'est beau. Puis tu te dis, le Québec en entier serait quasiment comme ça si c'était pas de l'humain, tu sais. Fait que je pense qu'il faut en parler d'une façon où on peut vivre avec la nature, mais quand que je vais en région, puis rien contre les gens de région, mais tu sais, j'ai même des amis de Joliette qui sont achetés des maisons. Des fois, je regarde leurs voisins, puis je suis comme, il y a la maison, il n'y a plus d'arbres partout autour, pour aucune raison. Là. Ils ont un terrain, c'est du gazon, bien coupé à grandeur, puis je suis comme, tout ça, c'est à toi, mets des arbres, mets de la biodiversité, fais quelque chose. C'est pas normal que tu aies une maison avec une grosse entrée en goudron, mets ça en gros asphalte. Là, je suis comme, faut en parler, parce qu'à un moment donné, ça ne change jamais si les gens. Puis on le voit, puis je pense que c'est peut-être, si la COVID fait ça, tant mieux, mais les Québécois se retournent de plus en plus vers le territoire qui est immédiat. Puis forcément, ça va les mener vers le nord aussi, tu sais. Puis ce territoire-là, ben il faut l'aimer, il faut se réapproprier nos légendes, il faut en créer des nouvelles. Puis je pense que c'est en y allant qu'on va pouvoir faire ça. Il faut l'aimer dans le bon sens, parce que si on commence à avoir des gens qui vont dans le nord du Québec, quand ça crée des genres de resorts, de chalets, d'hôtels, de spas, pas mieux, là, on n'ira pas à la bonne place. Non, que les gens apprennent à aller visiter tout le Québec, mais d'une façon écologique, tu sais. Fait que si tu peux ne pas y aller avec ton Cadillac Escalade, puis de louer une voiture électrique pour y aller, c'est déjà mieux. Si tu peux camper au lieu d'y aller en gros VR, ça serait peut-être mieux, tu sais. Fait que cool. Samuel, j'ai bien hâte de lire ton livre. Quand est-ce qu'il sort déjà? Le mardi 23 mars. Lancement le vendredi 26 à 17h30, 26 mars. Ça va être une causerie avec Jean Désy, qui est un auteur qui a beaucoup influencé mon écriture. Puis Tu vas faire en ligne le lancement? Oui, exactement. Cool. Puis où est-ce que c'est sur le site? Puis... oui, en fait, tu peux écrire la carte du retour dans Facebook. Tu vas trouver l'événement. C'est un live Facebook. C'est un Zoom live en première partie. Puis en deuxième partie, probablement un salon avec Wonder, l'application Wonder. Oui, cool. J'ai très hâte de lire. Je suis sûr que je vais le dévorer comme j'ai lu Mike Orange. Yes, ben j'ai hâte d'avoir tes commentaires. Je te souhaite plein d'expéditions, plein de plaisir. Aime la nature, continue ce que tu fais. Très inspirant. Merci. À la prochaine. Merci.